fait un petit essai de son, ça fonctionne. Merci, bonsoir à tous. Alors, le thème pour lequel on est là ce soir est celui-ci. On va directement rentrer dans le vif du sujet. D'habitude, on fait un peu des présentations. On les fera à la fin si vous le souhaitez, vous viendrez me voir et puis je vous dirai un petit peu qui je suis. Mais la majorité des gens sont déjà venus me connaissent. Alors, le thème de ce soir est toujours autour de l'art d'une belle relation, mais il est un peu plus centré aujourd'hui sur l'emploi, le partenaire, sa vie, différents éléments. Ce qui est important, c'est toujours de noter ce qui est bon pour vous. Ne me dites pas à la fin, à moins de 5 minutes, ou à moins de 10 minutes, ou à moins de 15 minutes, on n'a pas abordé tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et c'est possible que les sujets restent en lien le plus possible avec ce que l'on regarde. Donc, notez au fur et à mesure et n'hésitez pas à lever la main pour avoir des éclaircissements, parce que des fois, moi, je suis tout seul dans ma petite mécanique et puis je peux sauter des chapitres ou des points qui peuvent être intéressants ou importants pour vous. Alors, on va regarder différents points. Le premier point, c'est comment retrouver un emploi, un partenaire et recréer sa vie. On verra. Je suis un peu désolé pour certaines personnes, mais pour moi, c'est la même méthodologie pour tout, y compris pour l'amour, que pour certains disent que c'est beaucoup plus d'émotionnel, c'est moins tactile, en effet, c'est moins tactile, mais quand vous connaissez tous ces domaines, vous voyez qu'ils sont aussi tangibles les uns que les autres. Tant qu'on ne les connaît pas, ils sont intangibles. Mais si on le fait simple, on le dessinerait comme ceci, on va souvent partir au niveau de l'être humain. On a 3 niveaux, le niveau physique, le niveau émotionnel et le niveau intellectuel, et puis le niveau spirituel. Et c'est comme si ces 3 niveaux, on les comparait d'une part à de la glace, d'autre part à de l'eau, et d'autre part à de la vapeur d'eau. En fait, c'est bien 3 niveaux d'eau différents, plus denses, liquides, et puis solvant, c'est-à-dire... c'est de l'eau à 3 niveaux. C'est un peu la même chose entre la matière, les émotions, l'intellectuel et la spiritualité. C'est toute la matière à des niveaux différents. C'est comme si je disais que ce que je touche ceci, c'est de l'esprit condensé. C'est la même chose. Et c'est en effet de l'esprit condensé. Donc on regardera que ce que l'on sait faire dans la matière, dans l'entreprise, on peut le mettre au niveau des émotions, au niveau de l'intellect, au niveau du spirituel, et inversement. Ce sont que des miroirs les uns des autres. C'est pour ça que dans la psychologie analyse, on parle de miroir, transfert, projection. Et on pourra regarder que ces 3 niveaux, miroir, transfert, projection, se passent à chaque fraction de seconde et à chaque instant, et pour tout le monde. On fait ces éléments-là. Donc, que ce soit dans la matière, dans une entreprise, dans une émotion, avec un homme, une femme, avec un enfant, avec un projet que l'on peut aimer, avec l'achat d'une voiture, la couleur d'une voiture qui est émotionnelle, et ainsi de suite, ou un voyage, ou dans l'intellect par rapport à la musique, ou à la peinture, ainsi de suite, ou à la spiritualité par rapport à une religion, ou à une philosophie, ou quelque chose que l'on aime, qui peut être spirituel. Souvent, c'est la même méthodologie à des degrés différents. On va regarder. Alors, identifier la problématique, ça on verra que identifier, c'est savoir discerner, donc avoir le discernement, donc savoir cerner de différentes façons, cerner de différentes façons. C'est-à-dire avoir plusieurs focalisations, comme les voyages forment la jeunesse, c'est-à-dire que plus on voyage, plus on a de façons de faire différentes. Si on ne connaît qu'une seule façon de faire, on n'a pas le choix. Mais dès que je fais un deuxième voyage dans un pays, ou à travers un livre, ou avec un ami, ou dans une histoire, ou dans une chanson, ou dans une philosophie, un troisième voyage, un quatrième, un cinquième, plus j'ai de voyages, plus j'ai de choix. Moins j'ai de voyages, j'ai plus de choix. Donc plus je voyage, plus c'est simple. La même chose. Et c'est pareil avec les hommes, alors je dois changer. Je pose une question. Alors, par rapport aux hommes, on va regarder justement comment pouvoir analyser sa vie. Analyser sa vie. Peut-être que j'en sais pas assez. Dans le fond, c'est pas si bête que ça, dans le sens où, si on peut avoir un discernement assez grand et essayer, entre guillemets, plusieurs relations, on peut s'apercevoir qu'on apprend l'une d'elles, et puis l'une d'elles, de chaque relation, et au fur et à mesure, on comprend comment ça fonctionne. Il y a quelques années, on a rencontré une personne avec Evelyne lors d'un diplôme universitaire qui, c'est la première fois que je voyais ça, c'est fantastique, moi c'est ma façon de voyager. C'est une personne qui s'inventait une relation affective chaque jour. Donc, elle n'avait jamais vécu avec personne, mais chaque jour,
dans sa relation qu'elle avait inventée, il se passait une problématique. Et elle regardait comment elle pouvait résoudre cette problématique chaque jour. Donc, cette personne restait avec elle dans son imaginaire pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ou quelques années, parce que ça faisait des années qu'elle ne faisait pas, et s'expérimentait dans les relations imaginaires. Mais incroyable. Mais consciemment ou... Ah oui, consciemment. D'accord. Consciemment. C'était, pour moi, c'était fantastique. La première fois que je voyais ça, c'était assez impressionnant. Parce qu'elle nous détaillait, elle racontait tout ce qui se passait, elle nous expliquait où est-ce qu'elle en était. C'était assez amusant. Parce que c'était pas de la schizophrénie, c'était pas ça, mais c'était assez... C'était pas loin. Pas loin, mais c'était pas ça. Ça me paraît quand même un peu... Mais c'est entre la schizophrénie que l'on subit et puis lorsque nous on cherche différents chemins avec son partenaire, quand on réfléchit, il y a un entre les deux, c'est ça par exemple. Donc sortir du jugement préconçu, l'a priori, donc de l'idée préfabriquée, ça c'est important aussi parce que très souvent on arrive dans une relation, dans un travail, dans quelque chose, en se disant ben, tout est foutu parce qu'on a été éduqué avec le verre à moitié vide, donc tout va mal, et on arrive avec des tas de préjugés. Ces préjugés viennent où? Ils viennent de notre passé. Et quand on arrive dans une relation avec quelqu'un, ou dans l'achat d'une voiture, ou dans un projet de voyage, on arrive avec notre passé, on l'intercale entre la personne et soi, parce que la personne nous rappelle, sous certains aspects, telle et telle relation. Elle nous rappelle soit par sa physionomie, soit par son langage, soit par ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, etc. Elle nous rappelle ce qui s'est passé. Et très souvent, la relation est faussée par le filtre que j'ai mis de mon passé, de ce que cette personne me rappelle. Ce qui fait qu'on est dans des préconçus, des a priori, on n'est pas dans la relation. Donc c'est aussi important de pouvoir modifier ça. Comme par rapport au travail, ben, on va se faire embaucher quelque part et puis on a peur d'être mal vu, parce qu'il y a longtemps on a été mal vu, ou on a peur de ne pas être assez bien payé, il y a longtemps on n'a pas été bien payé, ou on a peur de ne pas trouver le bon travail parce qu'on n'a jamais trouvé le bon travail, et ainsi de suite. Donc on arrive avec tous ces a priori, qui fait que ben, on a toutes les chances de trouver ce que l'on a peur, puisqu'on y pense tellement que c'est ce qui est là. C'est par rapport à la loi d'attraction, plus je pense à ce dont j'ai peur ou je n'ai pas peur, et plus c'est là. L'univers ne fait pas la différence entre bien et mal, et plus ce à quoi j'y pense, plus c'est présent. Donc si je pense à un homme, je ne veux pas qu'il ait tel et tel défaut, telle et telle chose, je ne veux pas qu'il ait telle et telle chose, je ne veux plus revivre telle et telle chose, ben il va se passer ça, puisque je ne fais que penser ce à quoi je ne veux plus vivre. Donc c'est important d'être dans le positif. Alors, oui, positif. Apprendre à connaître l'autre avec ses différences, ses compléments, sa richesse, sa diversité. Donc ça c'est important aussi, on regardera, parce que ben, il n'y a pas de hasard. Souvent quand on rencontre quelqu'un, c'est par rapport à ce qu'on a semé dans notre pensée il y a quelques heures, il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Quand je décide de faire un régime, par exemple aujourd'hui, enfin j'ai décidé hier plutôt de faire un régime. Est-ce que aujourd'hui, le lendemain, le régime est fini? Non, il met un certain temps. C'est-à-dire que dans l'esprit, ça va très vite, dans les émotions, ça va moins vite, et dans le physique, ça va encore moins vite. Donc, vous savez que nos cellules mettent 7 ans pour toutes se régénérer les unes après les autres. Et c'est la même chose par rapport à notre façon de penser. C'est moins long, mais c'est la même chose par rapport à des habitudes. Nos habitudes partent de l'esprit, des émotions, et arrivent dans le physique, ce sont des habitudes physiques. Donc, lorsque je peux avoir peur de quelqu'un, ou certaines habitudes qui font que je dois les modifier par rapport à la rencontre, ben je peux mettre un certain temps pour les modifier. Et en même temps, quand je dis ben je fais le régime, je vais mettre 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an pour y arriver. C'est la même chose quand je dis que je vais rencontrer quelqu'un, même si je dis que j'ai modifié ma façon de penser immédiatement, ça va mettre un certain temps, le temps que cette nouvelle idée que j'ai mise en moi, ou cette nouvelle façon de penser, si je change du tout au tout, s'intègre dans mes cellules et que je puisse être assez attractif pour trouver la personne auquel je corresponds. Alors des fois je suis un peu trop pressé, et ça met quand même un certain temps. Donc ça, on passera, c'est un petit peu les éléments. Donc le plus important, c'est qu'on est ici en pensant que le changement est possible. D'accord, on reviendra s'il y a besoin là-dessus. C'est pas très important. Aujourd'hui, c'était un thème sur le travail. Donc
le travail, la relation, parce que c'est un travail sur soi aussi. Et beaucoup de philosophies disent aussi que le premier travail, c'est d'être bien dans sa vie, c'est d'être bien dans sa peau, c'est-à-dire c'est pas de se forcer à faire des choses que l'on doit faire, mais d'être bien dans sa vie. Alors, ça c'est un petit passage d'un livre qui est ici, que j'ai choisi pour vous et qui est un peu un thème en relation avec aujourd'hui. On ne peut construire un temple puissant sans de solides fondations. Vous ne pouvez construire le nouveau ciel et la nouvelle terre sans amour. Alors, nouvelle terre, nouveau ciel, c'est la même chose que ce dessin-là. Donc la nouvelle terre, c'est ici, le nouveau ciel, c'est ici. Donc on ne peut avoir un nouveau physique, ou on peut avoir un nouvel esprit, une nouvelle façon de comprendre, ou une nouvelle spiritualité, sans amour. Amour les uns pour les autres et amour pour soi. C'est-à-dire, si on ne s'aime pas, on risque d'attirer les gens ou ne pas les attirer parce qu'on est en difficulté. La philosophie explique aussi qu'on doit aimer ses ennemis. Parce que ses ennemis, aimer ses amis, c'est hyper facile. Donc aimer ses ennemis, c'est quand même un travail. Donc on est quand même dans le travail. Aimer ses ennemis, ça veut dire que nos ennemis nous renseignent sur nous. Ça veut dire que quand on aime nos ennemis, on arrive à s'aimer beaucoup plus et à faire un travail sur nos problématiques. Donc, une façon de pouvoir rencontrer quelqu'un, c'est de savoir quels sont mes ennemis, quelles sont les choses que je n'aime pas chez quelqu'un, dans des animaux, dans des maisons, dans des populations, dans la rue. Si je les aime pas, pourquoi j'irais les fréquenter et les aimer? Parce qu'il se peut que ce que je n'aime pas soit assez fort pour repousser les individus que j'aimerais attirer. Donc, si on a tous des qualités et des défauts, on a tous des handicaps, et par rapport à ces handicaps ou ces défauts, si éventuellement il y a certaines personnes que j'attire pas, c'est parce que peut-être que de l'extérieur, les gens peuvent sentir un certain recul, ou une certaine dureté, ou une certaine froideur, ou une certaine méchanceté, ou une certaine indulgence, ou indigence plutôt, et ainsi de suite. Et donc si j'arrive justement à voir que j'ai peut-être certains côtés rigides, certains côtés qui repoussent, certains côtés qui vont en sens inverse de ce que je veux, si moi je veux attirer quelqu'un, et en même temps, de l'autre côté, mon physique fait autre chose. Donc je me retrouve écartelé, et vu que je veux aller dans cette direction et que mon physique dit autre chose, je ne vais pas dans cette direction, puisque les deux forces presque s'annulent, sinon même vont en sens inverse. L'amour commence dans les petites choses de la vie. Donc c'est des choses qui seront pas à pas. Et s'étend à partir de là. C'est un petit peu comme lorsqu'on lance une pierre dans l'eau, au fur et à mesure, ça s'étend, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Mais ça commence bien à un endroit. Il faut bien commencer quelque part. Les graines d'amour se mettent, même dans le plus dur des cœurs, se mettront finalement à pousser. Cela peut prendre du temps pour que les graines germent, mais si l'on s'occupe d'elles avec un soin aimant, elles ne peuvent pas ne pas pousser. Donc ça, c'est un petit peu la même chose que dans notre esprit. Notre esprit, notre cerveau, si vous connaissez un petit peu, le cortex est comparable à un champ de vigne ou un champ de culture. Lorsqu'on l'a moissonné, il a tous les éléments qui forment un champ en pleine terre, dans lequel vous pouvez mettre des graines, mettre des idées, des éléments. Et si vous mettez simplement une idée, sans idée préconçue, comme on a vu, sans a priori, sans préoccupation, sans peur, l'idée va pousser. Mais très souvent, on met la graine et puis on a peur de certaines choses. Donc c'est comme si on mettait un certain engrais, et puis on a peur d'autre chose, donc c'est comme si on couvrait, et puis on a peur d'autre chose, c'est comme si on mettait pas d'eau, et ainsi de suite. Donc on a plein d'a priori, et puis cette graine, au bout d'un moment, elle ne pousse pas plus que ça, ou elle met très longtemps à pousser parce qu'on ne l'a pas laissée chaste. Quand on dit un esprit chaste, c'est justement quelque chose qui est pur, donc ça veut dire sans idée préconçue. Donc chaste, ça ne veut pas dire que rien n'est possible, il ne faut rien faire, mais ça veut dire qu'on ne doit pas projeter à l'avance le résultat. Si on projette à l'avance le résultat, ça ne sert à rien. On n'est pas dans la relation. Alors, ne désespère de personne, déverse simplement sans cesse l'amour et ne durcis pas ton cœur. Cesse d'essayer de te justifier dans tes actions, donc se justifier, c'est souvent lié avec les idées préconçues. Cesse de blâmer l'autre, sonde ton propre cœur, mets-toi au clair et trouve la paix parfaite du cœur et de l'esprit. Donc, que ce soit le physique, le cœur ou l'esprit, c'est la même chose. Il faut bien commencer quelque part, commencer là où c'est le plus facile, mais il faut commencer à des niveaux qui vous correspondent et qui vous fascinent. Il ne faut pas commencer par ce qui vous déplaît. Plus vous allez commencer par ce que vous aimez, et plus ce qui vous déplaît sera facile après à évoquer.
à modifier. Alors tu peux aller n'importe où, dans la liberté et la vraie joie, irritant, irradiant. L'amour est toujours plus d'amour. Il ne peut jamais y avoir trop d'amour, laisse-le couler librement. Donc c'est tiré de ce livre qui est là, qui a plein de bonnes petites idées et qui est très ancien. Enfin, qui a plusieurs dizaines d'années. Alors, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, enfin ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on a un petit peu fait un petit programme, et puis après on expliquera. Donc, identifier, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure quand on dit discerner. Discerner, on fera quelques petits schémas là-dessus. On regardera comment, dans sa propre vie, on peut discerner, identifier, de sa naissance jusqu'à présent, ce que l'on est, quelles sont nos qualités et ce que l'on veut de sa propre vie, et par rapport à ça, quels sont les gens ou les travails que l'on aimerait attirer, que l'on pourrait avoir comme partenaire. Alors à cause de l'inconnu, ça veut dire que souvent on ne sait pas trop, donc c'est important de pouvoir se connaître plus sur soi, parce que si on n'en connaît pas plus sur soi, c'est difficile de dire ben, je veux telle ou telle personne, je veux attirer. Ou alors, ben, si je n'en connais pas sur moi, et puis je veux telle ou telle personne, et cette personne éventuellement, par rapport toujours à ce petit bonhomme, c'est une personne qui est plus plastique, ou qui est plus sentimentale, ou qui est plus intellectuelle, ou plus spirituelle, ou plus extravertie, ou plus introvertie, et par rapport à ça, la personne peut justement ne pas vous correspondre. Oui. À cause de l'inconnu, ça peut être aussi parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver dans les périodes de changement. C'est ça. Donc, quand on a certains changements... C'est une sorte de peur. Oui, lorsqu'on a déjà connu certaines choses que l'on a l'habitude, ben, on ne sait pas qu'il y a d'autres chemins possibles. Et donc, on n'ose pas employer d'autres chemins, d'autres aventures. Pourtant, c'est ce qu'on veut, mais on pense que c'est pas possible. Donc nous trouvons le vide parce qu'on n'a pas d'exemple, autour de nous on n'a pas assez d'exemples, donc par rapport à ça c'est bien aussi de pouvoir soit lire, soit écouter, soit chercher, soit voyager par rapport à ce vide face à l'inconnu. Par exemple, les filles aiment bien lire quand elles sont enfants ce qu'on appelle les séries roses. Ce qui fait que ça les fait voyager, ça leur donne des tas d'expériences que les autres n'ont pas, parce qu'ils ne lisent pas les séries roses. Ils sont plus dans les thèmes de guerre, ou de cheval, ou de cow-boy, et ainsi de suite. Donc les femmes sont souvent moins face à l'inconnu, parce qu'elles ont plus cette expérience. Donc ça, on regardera l'inconnu, comment ça fonctionne, et les peurs, comment fonctionnent-elles. Alors, la résolution, on va regarder comment ça fonctionne, comment on peut trouver, justement, en analysant, comment on peut arriver à énumérer les problèmes ou éventuellement les solutions, ce qui est souvent plus rapide. S'accorder le temps nécessaire, donc ça c'est important. C'est-à-dire que si vous dites ben, je trouve personne, je ne trouve pas de travail, ça ne fonctionne pas, dites-moi combien de temps vous passez chaque jour pour analyser la chose. Est-ce que vous avez ouvert un cahier? Est-ce que vous avez mis des titres sur chaque page, ou toutes les 2 pages? Est-ce que vous avez fait un minimum de travail sur vous dans la relation de ce que vous aimez, plutôt que de regarder ce qui peut tomber ou vous continuez à vivre le chemin et puis sans vraiment aller au cœur du problème et peut-être simplement ouvrir un cahier en mettant des questions phares toutes les 2 pages, comme ça vous avez 2 pages face à vous, et puis au fur et à mesure vous mettez des observations, on pourra en parler, comment ça fonctionne, mais c'est quelque chose d'important de prendre ce temps-là. Si vous ne prenez pas ce temps-là, vous ne pouvez pas dire ça ne marche pas, je ne trouve personne, je ne trouve pas de travail, et ainsi de suite. Vous pouvez le dire, mais c'est normal. Est-ce que parallèlement à ce travail-là, on peut mettre en pratique, par exemple, une recherche d'emploi, oui. ce travail intérieur et faire des recherches d'emploi, oui. par exemple, et pas forcément prendre les échecs de ces recherches d'emploi comme des échecs en soi. Oui. Parce que ça peut être un rodage. J'ai pas entendu. Ça peut être un rodage. Oui, tout à fait. Si. C'est ça, ce sont des expériences qui servent, en gros c'est une marche qui aide à aller plus loin. Le passé sert, ce que je touche ici est le passé.
c'est aussi bien le présent, mais c'est construit du passé, parce qu'on a vu que ça mettait plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années pour réaliser. Donc ce que je touche, c'est le présent, mais c'est en même temps le résultat du passé. Donc mon présent, mon futur s'appuie bien sur mon passé. Donc le passé, c'est bien un rodage. Donc il faut toujours le prendre comme positif, parce que si j'ai du regret de mon passé, ça veut dire que j'ai du regret de ce que je touche. C'est inadmissible d'avoir du regret de son passé ou de soi, de son présent. Si on a du regret de son passé ou de son présent, donc de son passé, c'est qu'on a du regret de son présent, donc on a du regret de son futur. Ça ne tient pas la route. Donc c'est important de pouvoir, comme vous le dites, le prendre comme expérience de vie, comme rodage, et pas comme expérience négative. Parce que si on est dans des expériences négatives, alors on va attirer encore plus de négatifs. Donc énumérer chacun des points sur un papier, c'est important. Savoir remonter jusqu'à la source. Se faire des... Je vais... Des soucis de pile qui bougent. Je le bloque. Ça devrait aller, cette fois-ci. Éventuellement. Donc c'est bien de pouvoir faire ce tri sur un papier, parce que tous les jours, au fur et à mesure, vous pouvez, chaque semaine, chaque mois, augmenter votre document. Donc se faire aider par des professionnels, par des amis, des parents, des gens que vous considérez comme être des gens sages, des gens qui peuvent vous aider, qui vous ont déjà aidé. Donc il n'y a personne, vous ne pouvez pas dire je ne peux pas m'aider d'un parent ou d'un ami, même si dans la profession des psys, on dit c'est les dernières personnes ou partenaires à voir. Ils ont aussi de bonnes idées, ils ont aussi, c'est pas tout blanc, mais il y a des fois 1% peut être important. Envisager les solutions, on va regarder, après avoir mis donc sur ce papier les points bloquants, envisager d'autres façons de faire. Donc mettre un planning en place aussi, c'est une possibilité, c'est-à-dire quelles sont les échéances que vous fixez, parce que le fait de mettre un planning, le fait de poser dans un planning des dates, permet que ce soit quand par exemple vous avez un rendez-vous important. Ça peut être quoi? Quels sont les rendez-vous importants que vous mettez dans votre planning? Le travail? Le médecin? Quoi d'autre? L'école? L'anniversaire? Les vacances? Et ainsi de suite. Si vous les mettez, c'est bien que c'est important. Donc, si vous mettez ça qui est important, mais mettez aussi votre travail sur vous qui est important. Parce que la vie est... comment on dit elle mange le temps. Le chronophage, non. Elle est chronophage. Phagocyte. Voilà, elle est chronophage, c'est ça. Une phagocyte, elle est chronophage. Donc, on est dans une société de surconsommation qui nous mange le temps et qui fait que si on ne prévoit pas des temps pour soi, on oublie, tout simplement. Parce qu'il y a des tas d'autres choses intéressantes, habituelles, qui nous enlèvent nos angoisses. Ça peut être la nourriture, manger, ça peut être regarder la télé, ça peut être faire du sport. Et ce qui fait qu'on n'est plus face à soi, parce que d'un seul coup, on n'est plus dans les angoisses, parce qu'on a pris une sorte de médicament illusoire, qui fait qu'on ne se penche pas sur soi. La mise en œuvre des actions, la pensée est la plus puissante de l'univers, c'est-à-dire que il faut bien commencer quelque part. Certaines personnes seront très puissantes à commencer par des actions, mais il ne faut pas faire les actions dans tous les sens. Ça veut dire que, imaginez-vous, garé en voiture dans une place de parking, et d'un seul coup vous dites je démarre à fond la caisse. Suivant comment vous démarrez, vous savez que dans une voiture il y a des angles morts, vous ne voyez pas tout. Et si vous démarrez comme ça à fond la caisse sans avoir pris un minimum d'éléments, d'informations de sécurité, vous avez 50% de chance d'avoir un accident, de faire du mal, d'écraser quelqu'un ou d'abîmer la carrosserie. Donc c'est la même chose, il y a des gens qui sont très forts dans la matière, mais dans les 50% de chance, il y a 50% qui peuvent faire des dégâts, 50% qui peuvent s'en sortir sans problème. Donc ceux qui sont très forts là-dedans, souvent, si on est dans les 50% sans problème, il n'y a pas de difficulté, mais quand ils sont dans les 50%,
d'angle mort, il risque d'y avoir des dégâts. Donc c'est important de pouvoir aussi un minimum passer par l'esprit avant de foncer dans la matière. Nos pensées sont le facteur décisif de ce que nous manifestons et créons dans nos vies. Donc, on est le résultat de nos pensées. C'est-à-dire que, généralement, on mange bien ce qu'on a pensé avant de manger. Soit les courses, soit ce qu'on a commandé. On y a pensé avant. Donc, une majorité de résultats de notre vie, on porte bien les habits que l'on a choisis, auxquels on a regardé, auxquels on a pensé au niveau de la décoration, au niveau de l'harmonie des couleurs, et ainsi de suite. La volonté, donc ça c'est quelque chose aussi d'un peu plus difficile, mais qui est important, la volonté est la faculté consciente qui entre en jeu lorsque vous prenez la décision de faire quelque chose de nouveau ou de différent. Donc la volonté, c'est pas facile parce qu'on est dans une société de surconsommation qui a plus tendance à nous anesthésier. Donc nous anesthésier, ça veut dire que elle nous endort. Elle nous endort à travers tout ce qu'elle nous fait faire dans la journée, y compris à travers le travail. Donc la volonté, souvent, disparaît, parce qu'on est plus dans des tâches presque financières, des tâches, comment on dit, administratives, pour régler notre vie telle qu'on a voulu, telle qu'on nous l'a montée, plutôt que d'être dans le plaisir, dans la recherche, dans la créativité. La volonté est le moteur qui catalyse les circonstances et fait avancer les choses. Nous disons souvent, si vous êtes intéressé, vous ferez ce qui convient. Si vous êtes engagé, vous ferez tout pour y arriver. Donc être intéressé, c'est une première démarche presque d'esprit. Et être intéressé, donc l'intérêt c'est plus le cœur. Donc on a l'esprit, le cœur, et après on a le physique. Donc il y a un niveau qui est assez important, esprit, cœur, physique, qui fonctionne pour une majorité des gens. Il y a certaines exceptions qui confirment la règle, et qui font que certaines personnes commencent par le physique, éventuellement après ils regardent si ça leur plaît, éventuellement après ils regardent si ça fonctionne. Mais c'est pas très conseillé de procéder de cette façon-là. On regardera aussi. Une personne qui a une volonté de faire est quelqu'un qui est capable de creuser profondément et de faire tout ce qu'il faut pour bouger, que les choses changent et bougent. Le courage, la discipline, l'engagement, la loyauté, la persévérance sont... Donc tout ça se fait en partie aussi de certaines vertus. Vous connaissez un peu les vertus cardinales. Ce sont des d'autres complémentaires qui font que l'être humain a des tas de possibilités, des tas d'outils en lui qu'il utilise rarement et dans lequel il peut régler toutes les difficultés qu'il connaît. Tous ces traits sont des variations de cette impulsion consciente que nous appelons la volonté. Un exemple de méthode étant de se concentrer sur ce que vous voulez vraiment et non pas sur ce que vous ne voulez pas, c'est-à-dire la solution et non pas le problème. Ce qu'on a vu tout à l'heure, plus vous pensez au positif, plus vous attirez positif, plus vous pensez négatif, et plus vous allez attirer négatif. Alors si on reprend un exemple par rapport à l'esprit, le physique et les émotions, un exemple qu'on a vu de temps en temps et sur lequel vous n'êtes pas toujours d'accord, donc je vais le reprendre différemment là-dessus, c'est lorsqu'on rencontre un partenaire. On a deux façons de rencontrer le partenaire. Soit on commence par le physique, donc on passe de suite à une relation physique, et puis après éventuellement on regarde ses émotions, et puis après on regarde un peu s'il est intelligent ou s'il y a la spiritualité. Soit il y a les démarches en sens inverse qu'on a vu, soit je commence à discuter avec la personne, je regarde s'il tient la route, s'il est intelligent ou pas. Et puis après, je vois un peu s'il y a des émotions, quel type d'émotions, et puis après, je vois si il fonctionne. On s'aperçoit souvent, dans l'analyse, que si on commence par l'esprit, l'intellect d'abord, puis après, on regarde si les émotions fonctionnent, le troisième découle naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème pour le troisième, physique, sexualité, finances, et ainsi de suite. Mais souvent, on fait les choses en sens inverse, on part du physique, et puis après, éventuellement, on regarde s'il y a des émotions. Et les émotions, très souvent, c'est la jalousie, ou la colère, ou la violence, ou la possession. Du type la jalousie, ça peut être... quels exemples de jalousie vous pouvez connaître qui peuvent rentrer dans ce cadre-là?
La mauvaise foi. Oui, ça peut être la mauvaise foi, mais ça peut être aussi... ça, c'est plus une mauvaise foi volontaire, mais il y a aussi la mauvaise foi involontaire. Par exemple, ça peut être « Mais mon chéri, si t'es pas jaloux, c'est que tu m'aimes pas. » C'est une mauvaise foi involontaire. Donc, certaines personnes peuvent regarder au niveau des émotions, est-ce que la personne a de la jalousie, au lieu de regarder les bons côtés, on regarde les côtés négatifs. Si elle n'est pas jalouse, c'est qu'elle n'aime pas. Donc, c'est une mauvaise foi inconsciente, parce que ça ne tient pas la route non plus. Mais, certaines personnes ont ce type de critères. Et éventuellement, une fois qu'elles ont regardé ça, elles voient, elles regardent s'il y a de l'intelligence, s'il y a de la spiritualité aussi. Mais ce qui est rarement le cas. Mais il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, c'est-à-dire qu'il y a des relations qui fonctionnent depuis des années, sur lesquelles on a pu commencer par le physique, et puis après les émotions, après l'intellect, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Là, vous parlez de la relation, de la construction de la relation, basée sur le physique, pas l'attirance physique du premier abord. Si, c'est un peu la même Au chose. départ, il y a toujours, quand on, Oui. ça passe par le visuel quand une rencontre. C'est exact. Alors, si je le décompose un peu plus par rapport à ce que vous évoquez, je vais le dessiner différemment. Si je le dessine différemment, je dessine deux êtres humains. Tout à l'heure, j'ai fait un petit peu simple, mais parce qu'il fallait commencer simple avec le physique, puis après avec les émotions, et puis après avec l'intellect et le spirituel. Mais ces trois niveaux peuvent encore se décomposer en trois niveaux. C'est-à-dire que le physique n'est pas situé que en bas, les émotions ne sont pas situées qu'au centre, et l'intellect répond tout notre corps est intelligent, tout notre corps est émotionnel, et tout notre corps est physique. Donc ça, c'est symbolique. Donc, tel que vous l'évoquez, je peux avoir en effet du physique dans le physique, du physique dans le cœur, puisque mon cœur, je le touche, il est aussi physique. Je peux avoir aussi du physique dans l'esprit, mon cerveau, je le touche, il est aussi physique, et ainsi de suite. De chaque côté, j'ai du physique à l'intérieur des trois niveaux. Puis, j'ai aussi à l'intérieur des trois niveaux de l'émotion, dans les trois niveaux, puisque je peux être ému par ce que je vois, je peux être ému par ce que je pense, je peux être ému par une philosophie, par une religion. Puis je peux avoir de l'intellect et de la spiritualité à tous les niveaux aussi. Donc par rapport à ce que vous évoquez, si par exemple, moi en tant qu'homme, je peux aimer c'est ce niveau-là, je peux aimer une femme soit pour son physique, donc ça peut être ce niveau-là, en fait non, aimer c'est ici, pour le physique c'est ce niveau-là, je peux aimer cette personne pour sa tendresse, ou je peux aimer la personne pour son côté intellect, son esprit, sa vivacité, et ainsi de suite. Donc je vois que aimer, je le trouve bien à plusieurs niveaux, physique, émotionnel, intellectuel. Est-ce que vous voyez par rapport à votre question ou pas trop? Est-ce que ça répond? J'ai employé le mot aimer, donc pour moi, quand on était au début de la relation, la question de aimer se pose pas. C'est l'attirance. Donc, ce que je disais, c'est qu'à l'attirance, au prime abord, c'est le visuel, c'est le physique. Après, on parle avec la personne, il y a l'intellect et l'émotion. Après, on rentre dans la relation. Après, je pense que ça, par exemple, le physique peut s'évaporer. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples de quelque chose qui a pu être attirant au premier abord et que vous n'aimez pas? Une personne que je peux trouver attirante sur une photo, par exemple, et puis avec qui je parle au téléphone, la voix et le discours ne correspondent plus au physique. Donc, ce que je veux dire au premier abord, Oui. on laisse tomber le deuxième abord. Au premier abord, c'est bien. Visuel. Oui, mais c'est bien. Attirant, c'est bien quelque chose que j'aime. Voilà. D'accord. Donc, quand moi je dis aimer, vous dites attirant, aimer, mais c'est pareil. Moi, j'ai aimé de l'amour. Voilà. Donc, souvent les différences viennent de la définition qu'on met, mais pour moi, aimer, c'est quelque chose que j'apprécie, quelque chose qui m'attire, quelque chose que j'aime, et ainsi de suite. Alors, cette question que vous posez est importante, puisque ça me permet d'aller un peu plus loin par rapport à ce schéma, qui fait que dans le discernement justement qu'on doit avoir pour choisir quelqu'un, aussi pour être choisi ou pour savoir quelle relation on va faire ensemble, on va regarder la relation un peu plus loin, mais c'est la même chose que j'ai moi et un être humain.
moi et un animal, moi et un végétal, moi et un projet, moi et un travail, moi et un voyage, moi et une peur. Ces deux entités représentent moi et quelque chose. Donc je le fais symboliquement avec deux êtres humains, parce que c'est la relation que tout le monde connaît et que tout le monde comprend, mais je peux remplacer l'autre personnage par un projet, par un travail, par une embauche, par un décès, par un voyage, par une peur, par un animal, par une religion, une philosophie, par quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Donc c'est une relation à chaque fois. Donc on va faire simple, on prend deux individus, et c'est la même chose avec n'importe quelle autre façon de faire. Je vais enlever juste ces petits trucs qui sont là en trop. Et si je le fais différemment, je vais revenir. On a tout. Je vais revenir. Je vais faire dessus. Alors, on a le passé, présent, futur. Donc, comme on l'a vu, ça peut être comparé à le passé, le présent et le futur. Si je le fais différemment, on a chacun à un moment de la rencontre quelque chose qui représente notre passé, puis on a quelque chose qui représente, donc si je le mets avec la couleur, le présent, puis quelque chose qui va représenter le futur, potentiel. Potentiel, c'est important parce que très souvent, quand je me mets dans une relation, tout le futur que j'avais prévu est fortement modifié, parce que dans mon principe de relation, quand je me mets avec quelqu'un, quand je me mets dans un travail, quand je me mets dans un voyage, quand je me mets dans une nouvelle maison, ce que j'avais prévu, là je le modifie parce que j'estime que dans une relation, c'est pas la même chose que quand je vis seul. Alors qu'il doit y avoir énormément de points communs entre les deux. On va revenir sur ce schéma. Si, par exemple, un petit exercice qui aide justement à comprendre comment faire. Vous devez regarder de votre passé jusqu'à votre présent, donc de votre naissance jusqu'au moment présent, vous devez regarder les relations que vous avez eues. Donc on va faire simple, on va commencer par une relation avec un ou des individus. La première relation, par exemple, c'est familiale, que vous avez pu vivre jusqu'à 10 ans, parce qu'on a pu quitter sa famille à 10 ans pour X ou Y raison, jusqu'à 15 ans, jusqu'à 18 ans, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 30 ans, en fonction de la façon de faire. Donc, j'ai vécu un certain temps en famille. Et puis après, éventuellement, j'ai été seul, ou j'ai vécu avec quelqu'un. Et puis après, je me suis séparé, et puis je me suis mis de suite avec quelqu'un d'autre. Puis j'ai été seul, puis je me suis mis avec quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Donc, vous devez représenter symboliquement votre vie avec quelqu'un, quel qu'il soit, et puis des moments où vous avez été seul. Et là, vous devez vous poser 3 questions par rapport justement à les choses qui ont pu se passer dans votre vie et que vous ne voulez plus reproduire et duquel vous voulez apprendre. Justement, quand vous dites est-ce qu'on peut considérer le passé comme quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, justement, ne pas regretter son passé, au contraire s'en servir comme quelque chose de positif. Donc, les 3 questions à se poser, c'est dans toutes les relations, vous demandez pourquoi est-ce que vous êtes parti à chacune des relations. Qu'est-ce qui a été difficile pour lequel vous êtes parti? Donc, mais ça peut être aussi une relation avec vous. On peut imaginer qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'être seul. Donc vous devez aussi vous poser la question quand vous êtes seul. Donc dans toute relation, avec quelqu'un et avec soi, vous devez vous dire, mais pourquoi, à un moment, je ne voulais plus de cette relation? Mais ça, c'est au cas où on provoque la rupture. Mais quand on ne provoque pas la rupture et qu'elle se fait. Alors, quand on ne provoque pas la rupture et qu'elle se fait, est-ce que, à ce moment-là... Pourquoi je me suis jetée? Oui, c'est pas comme ça que je le vois. Je le vois différemment, c'est-à-dire que même quand on est quitté, il y a eu plein de moments où j'ai voulu, où j'en ai eu marre. Oui, on a créé cette situation. D'accord? Même si je ne voulais pas partir, il y a eu plein de petits éléments. Donc je prends cela. D'accord? Pour éviter de rejeter la faute sur l'autre, parce que sinon je n'en sors pas, si je fais que rejeter la faute. Donc je prends les petits moments qui m'en déplu, et dans lequel je me disais, j'aimerais bien que ça soit différent, j'aimerais bien que ce soit différent, j'aimerais bien que ce soit comme ça, j'aimerais que ce soit comme ça. Donc je peux faire le même essai.
Première question, donc je regarde qu'est-ce qui a été difficile. La deuxième que je dois regarder, c'est vers quoi j'aurais voulu aller, comment j'aurais voulu que la relation change, ou qu'est-ce que je ne voulais plus et qu'est-ce que je voulais de nouveau. Donc la deuxième question, c'est vers quoi je voulais aller à ce moment-là. Donc c'est important de regarder ça avec du recul et d'être objectif. Et la dernière question aussi à se poser, c'est quand j'ai été seul, qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais seul que je n'ai pas fait lorsque j'étais à deux? Et très souvent, quand on est seul, on fait des choses que lorsqu'on est à deux, on ne fait plus. Bon, si ce sont des défauts, c'est normal. On ne parle pas des défauts, si on est à deux et qu'on soigne nos défauts, tant mieux. Ce n'est pas des défauts dont je parle, c'est au contraire de la créativité, des belles choses que l'on faisait seul. Et quand on s'est mis à deux, soit par principe personnel, on a dit bon, on abandonne, soit parce que l'autre c'était pas son trip et qu'on a voulu jouer un peu plus dans la sienne, donc on a abandonné ça. Donc c'est les trois questions importantes à se poser. L'inverse c'est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il y a des belles choses que j'ai pu faire à deux, que je fais tout seul. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut... Alors, si c'est différent et mieux, c'est normal, mais si c'est différent et que ça me manque après, avec le recul, quand je pense que je les faisais à deux et quand je fais seul, je ne les fais pas, soit je ne les fais pas parce qu'il y a un manque Y raison matérielle, par exemple, ou Y raison sentimentale, ou XY raison ou autre. Et si je ne les fais pas parce que c'est une chose ancienne que j'ai dépassée, qui ne me correspond plus, c'est normal. Si ce sont des choses qui me tiennent à cœur et que je ne fais pas, il ne faut pas attendre d'être deux pour le faire, il faut le faire quand on est seul aussi. C'est important de pas... Oui, pas vraiment pour quelqu'un. Voilà, c'est ça. L'autre n'est pas un médicament. Et pourquoi il ne faudrait pas regretter? Alors pourquoi il ne faut pas regretter? Parce que... Par exemple, l'exemple que tu donnais était intéressant dans le sens où si on se fait quitter, voilà, les gens, comme je disais, on n'a pas beaucoup de la relation, on se fait quitter, ben, comment ne pas regretter alors la relation dans laquelle on s'investit? Alors pourquoi ne pas regretter? Parce que d'une part, on se fait du mal, on s'attire des maladies, on n'est pas beau quand on regrette, on fait la grimace, on n'est pas attractif, on n'est pas attirant, et ainsi de suite. Si ça dure une seconde, 5 minutes ou 1 heure, bon, c'est pas grave sur une vie, mais si ça dure une journée, une semaine ou un mois ou plus, ça va être difficile. Et on ressasse, et ça devient une habitude. Voilà. Donc, si c'est peu de temps et rarement, c'est pas grave, mais si c'est peu de temps et souvent, il faut commencer à s'inquiéter. Alors pourquoi le regret? Le regret, c'est quelque chose qui... c'est le passé. C'est le passé, mais en même temps, le passé est mon présent. Si je regrette le passé, c'est comme si je regrette le présent. Et si je regrette le présent, je regrette le futur. Donc je ne peux pas avoir un présent regrettable. C'est, entre guillemets, anti-vie. C'est inadmissible. Il faut se laver des émotions négatives, en quelque sorte. Alors, mais elles font partie de la vie. On peut avoir des regrets. Non, ça pollue. Les regrets polluent, donc il ne faut pas avoir... Là, on prend l'exemple amoureux, imaginons professionnellement. Voilà, j'étais en couple avec quelqu'un, j'avais l'opportunité d'aller faire le job de mes rêves dans un autre pays. Pour la relation, je ne suis pas partie, et après je le regrettais ensuite. Se louper le coche, comme on dit. Justement, si on reprend ce schéma-là, il est important de regarder... si on prend ce schéma-là, c'est un schéma que l'on est ici, et on doit regarder quelles sont les impasses que j'ai fait dans le passé pour ne plus les refaire. Donc je dois apprendre à discerner, à réfléchir, pour savoir, maintenant, avec le passé, si vous prenez cet exemple, j'aurais mieux fait de faire ce voyage, et qui même me suivre, ou éventuellement de discuter avec la personne, savoir si il n'y a pas un compromis entre guillemets constructif à faire, pas un compromis destructif, un compromis constructif, d'aller faire un voyage, ou de regarder s'il y a pas du travail pour deux, ou du travail pour un et ça paye les deux, un certain temps, et ainsi de suite, arriver à trouver une solution. Maintenant, avec le recul, si vous l'aviez fait, ça aurait donné quoi? Peut-être une autre erreur.
Ça aurait pu être une autre erreur. Ça aurait pu donner une quantité infinie de Et regretter d'être parti On est finalement. d'accord, mais on s'aperçoit que le résultat final, c'est que la personne ne joue plus avec. Donc que ce soit après le regretter ou avant le regretter, le résultat est le même. Donc Exactement. pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas vivre la vie, la belle vie comme elle existe? Pourquoi ne pas le faire? La personne qui va vous critiquer, que ce soit un parent, un enfant ou votre partenaire, de vouloir croquer la vie à pleines dents, soit c'est qu'elle en a peur, soit c'est qu'elle vous trouve égoïste, donc c'est qu'elle veut la possession, et ainsi de suite. Donc, plein de raisons, mais ça ne tient pas la route. Donc, et au contraire, si la personne est constructive, elle va vous dire, mais fais-le, je te suis dès que je peux. Maintenant, donc, si on prend cet exemple qui est arrivé à tout le monde, soit on le prévoit de le faire à l'avance, donc on en parle assez tôt, donc dès le début de la rencontre. On va parler du début de la rencontre. Par contre, vous aviez, je ne me rappelle plus la question que vous avez posée. On va... Pour le début de la rencontre. C'est une question d'attirance. C'est la Ah oui, question voilà, l'attirance du par visuel. rapport à la visuelle. Non, juste après, là. Juste après, vous en avez reposé une autre. Moi, j'ai dit que, en quelque sorte, j'avais l'impression que vous disiez qu'il fallait se laver des émotions négatives, mais en même temps, moi, je disais qu'elles faisaient partie de Alors, même si elles sont... l'être humain, Même si elles, des émotions. même si elles font partie, bon, je vais vous le montrer différemment. Si j'ai une émotion négative, d'accord, telle que vous l'exprimez, ok, si je reste là-dedans, je suis négatif. Et comme vous dites, se laver, Quand elle s'installe. voilà. Pour moi, au lieu de faire l'effort de me laver, je fais la même chose, mais sans faire l'effort de quelque chose de négatif. Je fais un effort positif. C'est-à-dire, je décide de penser à quelque chose qui me plaît, ou de faire une action qui me plaît. Et, éventuellement, ce regret ou cette émotion négative vous revient, parce que ça fait des semaines, des mois, des années que j'ai l'habitude de faire ça. Donc, je décide de la laisser tomber. Dès que je m'aperçois, de ne même pas la laver, même pas m'en occuper, je décide d'avoir quelque chose de positif. Ça peut être une action, une émotion, une pensée, etc. Même si l'autre bestiole revient parce qu'elle est un peu sans dessus, je décide de remettre une couche dès que je m'aperçois qu'elle est présente. Et ainsi de suite, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment, vu que j'étais positif? Uniquement en m'occupant du positif, cela a repoussé le négatif, sans même l'avoir lavé. D'accord? Donc pour moi, c'est encore plus simple que de laver les choses, c'est de s'occuper d'autre chose. Et elle se lave naturellement. D'accord? Le résultat est le même. Donc, pour moi, la vie est simple d'effort. Oui. La difficulté, c'est que ça prend du temps et on est un peu. Alors, On espère un peu la magie de la transformation, alors de ça prend. l'évolution, Regarde Catherine. un peu instantanée. Regarde Non. Catherine. Le temps de faire ceci, c'est le même temps que de faire cela. Ça prend du temps au début. Ça prend le même temps. Le temps que je mets pour faire ça, c'est le même que celui pour faire celui-là. Quelqu'un qui ne sait pas le faire, amorce le changement, après au début ça prend du Oui. temps, puis à force de rentrer du positif, comme dans le schéma, le négatif disparaît, c'est le positif qui prend le pas. Après ça prend vraiment moins de temps. En fait, ce serait le plus dur, ce serait de commencer. Voilà. Oui, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure par rapport à la volonté. Oui. Il faut bien mettre la graine quelque part. Et la graine, il faut la mettre en soi, dans sa tête, dans son corps, dans son physique. Il faut la mettre là où vous préférez, être le plus efficace, mais sans rajouter une peur, sans rajouter je ne vais pas y arriver, sans rajouter c'est pas possible, sans rajouter j'ai jamais vu ça, sans rajouter. Pas grave. Même si je suis le seul à le faire, je le fais. Même si ça dérange tout le monde, sauf si je sors avec la Kalachnikov. Hein. Donc le but, c'est pas de tuer les gens, c'est pas de leur faire du mal. Tant que vous êtes positif. Donc il y a des paramètres, justement, vous avez parlé de tuer tout le monde, il y a des paramètres extérieurs qui peuvent empêcher de faire la chose. Je sais pas, la famille, les amis, Oui, mais exemple, la religion. Ouais, Dans l'éducation certains qu'on a cas. reçue. alors, je reprends l'exemple. Si vous avez un enfant, L'éducation, ça rentre en plein dans le... d'accord. Si vous avez un enfant et qui vous dit papa, maman, je veux partir voyager, qu'est-ce que vous lui dites? Reste ici, ne pars pas ou vas-y? Reste en bas de Ça dépend quel âge il a d'abord. Non, mais c'est comme c'est vous qui posez la question, donc il y en a trois qui ont parlé. Qu'est-ce que vous dites? Reste ici ou Moi, je dis vas-y? vas-y. Vas-y. Oui, oui, je veux dire, vas-y, oui. D'accord. Donc si vous lui dites vas-y, vous ne pouvez pas me faire la remarque que vous avez fait il y a une minute. C'est sûr.
Ok? Voilà. Donc si vous dites à votre enfant, vas-y, ne dites pas, il y a la religion, il y a la famille, il y a ceci, il y a cela. Oui, ça existe, mais si vous le faites pour Mais votre si, il n'y enfant, aura pas tout ça pour son enfant, il n'y aura pas tout ça. Parce que nous, on aura appris de... et oui, mais ça ira encore plus vite si vous le faites. Tout à fait. Ça, il y a la prise de conscience, la volonté, après il y a la mise en pratique. Moi, c'est ce que j'appelle le rodage, en fait. Parce que ce que vous dites dans le positif, ça peut être sur un grand objectif, mais ça peut être sur plein de choses dans la journée. Chaque instant. Chaque instant, un appel négatif, on décide de passer à quelque chose de positif, puis à force, ça devient naturel. C'est exact, tout à fait. Alors, si on revient à la relation qui est ici. Dans cette relation, c'est l'histoire des points communs. C'est un petit peu comme pour le speed dating ou pour n'importe quelle autre chose que vous pouvez faire entre vous ou seul ou avec votre cahier. C'est regarder quels sont le nombre de points communs. Parce que dans toutes les relations, on arrive rarement à avoir 100% de points communs. En moyenne, on a entre 40 et 60% de points communs, ce qui sous-entend qu'on a 40 à 60% de points non communs. Et dans ces 40 à 60% de points non communs, il faut savoir ce que vous allez faire de votre vie. Parce que très souvent, dans ces 40 à 60% de points non communs, ben, on s'aliène à l'autre en disant c'est pour le meilleur et pour le pire. Que ce soit pour le meilleur et pour le meilleur, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc c'est une façon de changer aussi. C'est bien ou c'est bien, au lieu de dire c'est bien ou c'est mal. C'est bien ou c'est bien. Donc c'est la même chose. Lorsqu'on a ces points communs et ces points non communs, il faut justement pouvoir regarder que les points communs sont des temps que l'on a ensemble, et les points non communs, c'est des temps qu'on doit avoir avec soi, ensemble avec soi. Et les points communs, ensemble avec l'autre. Mais c'est toujours ensemble. Donc, si je reprends ici ce schéma, lorsque justement j'aime quelqu'un, ou je l'apprécie, quel que soit le terme qu'on va mettre, moi je vais mettre j'aime quelqu'un, je peux. Il y a des effets miroirs, transfert, projection qui se passent à chaque fraction de seconde, dès le premier instant. On va y revenir au premier instant. Mais ce que je peux aimer chez l'autre peut parler de mon passé, par exemple, mon passé qui est ici. Il peut parler de mon passé, soit que j'ai réalisé, soit que je suis en train de réaliser, ou soit que j'aurais voulu réaliser que je n'ai pas réalisé. Et si je prends par exemple le passé ici que j'ai réalisé, peut faire référence soit au passé que l'autre a réalisé, ou est en train de réaliser, ou aurait aimé réaliser, n'a pas réalisé, ou à son présent qu'il a réalisé, ou qu'il est en train d'être réalisé, ou qu'il voudrait réaliser, mais qu'il n'a pas encore réalisé, ou à son futur qui projette de réaliser, ou qu'il voudra réaliser, ou qu'il ne réalisera pas, et ainsi de suite. Donc, là on n'a fait que sur un point, mais il faudrait le faire sur chacun des autres points. Donc, lorsque j'apprécie quelqu'un, je peux l'apprécier à différents degrés de ma vie, soit par rapport à mon physique, soit par rapport à mes émotions, soit par rapport à mon intellect, par rapport à des choses réalisées, des choses en cours de réalisation, ou des choses potentielles qui vont se réaliser ou qui vont ne pas se réaliser. Et lorsque j'apprécie quelqu'un, c'est par rapport à tous ces critères. Donc, il faut même pouvoir analyser toutes ces choses-là. Si on le regarde d'une façon plus simple, ça donnerait ce qui suit. J'ai, pareil, un individu masculin, un individu féminin. Chacun a une direction de vie, un objectif dans sa vie, une direction de vie, un objectif dans sa vie. Et par rapport à ces objectifs, très souvent, on ne connaît pas ces objectifs. On ne sait même pas ce qu'on veut de sa vie. Et si on ne sait même pas ce qu'on veut de sa vie, c'est justement difficile de rencontrer quelqu'un que l'on aimerait, puisqu'on ne sait même pas nous qui on est. Donc, commencer par là-bas, c'est vraiment d'ouvrir ce cahier, savoir qui on est, ce qu'on veut de sa vie. Parce que sinon, après, on tombe par défaut, sur du tout venant, et on n'est jamais content, ou éventuellement, comme on n'est jamais content, on tombe sur rien, puisque ça ne correspond pas. Il faut, pour que ça corresponde, il faut faire des correspondances. Et pour faire ces correspondances, il faudrait savoir correspondre à quoi. Donc savoir qui on est. Par rapport à ça, donc on a ce fameux listing en soi. Ce fameux listing est composé de ce qu'on a vu tout à l'heure. En gros, il y a 4 phases, passé, présent, futur, physique, émotionnel, intellectuel, spirituel, qui sont ce que je sais faire,
ce que j'aime faire, ce que je veux faire et ce que je fais. C'est les 4 phases pour chacun. L'objectif qui est en haut sont des éléments qui correspondent à 4 phases, sont ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ce que je veux faire et ce que je fais. Vous pouvez les reprendre, les 4 phases? Oui. Ce que j'aime faire, ce que je sais faire, Dans l'autre, ce que je veux faire j'aime faire, je sais faire. et ce que je fais. Ce que je fais, jusque dans le présent. Je pars du passé conditionnel lointain jusqu'au présent. Ce que j'aime faire, ce que je sais faire. Ce que je veux faire et ce que je fais. C'est d'un ordre assez lointain jusqu'à quelque chose de très présent et de très constructeur. Donc on va regarder que tous ces éléments, ce que j'aime faire, ce que je sais faire, ce que je veux faire et ce que je fais. Alors, si je reprends ceci, je rencontre quelqu'un. Alors quand je rencontre la personne, ça se fait dans le présent ici. On a vu que le présent de chacun est fait du passé de chacun. Mon présent ici, il est bien fait de mon passé. Ce que je touche là, c'est bien le résultat de mon passé, même si c'est dans mon présent. Donc le présent est ici, il est ici. En même temps, je l'ai fait un peu plus long, d'accord, de chaque côté. Et il y a le futur potentiel. Le futur potentiel, parce que je l'ai déjà imaginé, mais je le modifie à chaque instant, en fonction de tout ce qui se passe. Et ce futur potentiel se change à chaque instant aussi en fonction de ce que je veux. Donc très souvent, la rencontre qui se fait en fonction de ce que j'ai mis avant l'instant de rencontrer la personne. Avant l'instant de rencontrer un patron ou une entreprise ou le chasseur de tête que je vais voir. On va faire simple, donc on va prendre avec un homme ou une femme. Si j'arrive à me rappeler le moment juste avant la rencontre, c'est-à-dire ce moment-là, une seconde avant, ou une heure avant, ou une journée avant, ou une semaine avant, savoir quelle était mon intention envers le sexe opposé, quelle était mon intention envers un métier, envers un pays, envers un voyage, bon, pour faire simple, envers le sexe opposé. Est-ce que juste avant de rencontrer la personne, mon intention, elle était de passer une nuit de sexe? Ou elle était de rencontrer quelqu'un pour fonder une famille? Ou de rencontrer quelqu'un pour construire une entreprise? Ou de rencontrer quelqu'un pour discuter? Ou rencontrer quelqu'un pour noyer son chagrin? En fonction de ce pourquoi je pensais, juste avant la rencontre, rencontrer quelqu'un, je vais attirer ce que j'ai. Et une fois que je rencontre cette personne-là, et que d'un seul coup, ce que j'ai pensé juste avant disparaît, et au lieu de vouloir passer une nuit de sexe, je me dis, tout compte fait, tiens, je pourrais faire des enfants avec cette personne, et puis même je pourrais donc faire une belle vie avec cette personne. Je m'aperçois que ce n'est plus les mêmes conditions, sauf exception rare, ça fonctionne, mais habituellement ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que je l'ai rencontré uniquement pour un moment de sexualité, et quand je dévie les choses, et que ce n'est plus pour un moment de sexualité, mais que j'en fais un partenaire de vie ou des enfants, je m'aperçois 5 ans ou 10 ans après que ce n'est pas du tout la bonne personne. Et si je me rappelle de quelques instants avant la rencontre, je m'aperçois que j'ai bien cassé par rapport à ce pourquoi j'ai voulu rencontrer la personne. Elle ne correspondait pas du tout en fonction des critères que j'ai mis juste avant. Et si on interroge les deux personnes, par rapport à ce qu'elles voulaient juste avant la rencontre, on s'aperçoit que elles ne voulaient pas du tout la même chose. Et ne voulant pas du tout la même chose, c'est normal qu'au bout d'un certain temps, les choses s'abîment. Donc c'est important aussi de savoir, quand je rencontre la personne, si c'est la même chose que si je dis je vais aller voir un menuisier parce que j'ai mes volets à faire refaire. Et puis j'arrive chez le menuisier et puis le menuisier me dit vous savez, je fais des bonnes roulettes pour monter sous les lits, ça vous intéresse? Et puis je dis oui. Et puis au bout d'un moment, j'arrive avec mes roulettes sous le lit, et puis au bout d'une journée ou une semaine ou un mois, mes volets ne sont toujours pas faits. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire, je vais quelque part pour quelque chose, je me fais détourner pour autre chose, je me fais l'idée, elle n'est pas si mal, et puis j'ai toujours pas ce que je veux. Ce serait pareil pour l'aspect professionnel? Oui, à tous les niveaux, c'est pareil. Vous pourrez donner un exemple pour professionnel? Professionnel. Par exemple,
je décide de me faire embaucher dans une entreprise et que dans cette entreprise, on me propose un poste, grand comme ça. Mais dans ce poste, il y a des choses que je sais bien faire, des choses que je sais moyennement faire et des choses que je ne sais pas du tout faire. Par contre, on m'a toujours dit, écoute, il faut mieux travailler parce que sinon tu n'auras pas d'argent, tu seras n'importe quoi. Donc j'accepte tout. Et j'ai pas dit à mon patron, ça je sais bien faire, ça je sais moyennement faire, mais si j'ai une petite formation, je vais très bien le faire, et ça je ne veux pas du tout le faire même si j'ai une formation. Par contre je dis amen, je prends tout parce que je risque de ne pas avoir d'argent. Il faut travailler. Et bien, au bout d'un certain temps, ça va péter avec le patron à cause de ça, et puis ça sera moyen, et puis et je vais lui dire, mais vous auriez pu me payer une formation alors que je ne l'ai jamais dit. Mais si dès le début j'avais dit, là je suis bon, là je peux être bon avec une formation, et là je ne vous le ferai jamais, il pourrait me dire, bah écoute, c'est pas du tout ce que je veux parce que je veux quelqu'un de complet, ou il pourrait me dire, bon, je vais t'employer que là, et puis là je mettrai les intérims, ou je vais t'employer là plus une formation, et puis ça je le donnerai à quelqu'un d'autre. Si je ne l'ai jamais dit, c'est normal que au moment ça pète, parce que je n'ai pas évoqué ces différents domaines. Donc je suis allé chez quelqu'un par rapport à un job qui me proposait, sachant que moi je ne sais faire que ça. Donc en fait je suis bien allé chez quelqu'un pour ça. Je ne suis pas allé pour faire ce que j'aime pas. J'y suis allé pour ça. Et pourtant, on me propose ça et on me propose ça. Ben, ça et ça, il faut que je dise oui, si, ou non, pas du tout, et ça, non, pas du tout. Et si je dis pas, ben, je risque d'avoir de forts désaccords avec la personne. Et si je dis que, par exemple, le patron dit ben non, ça ne me correspond pas? Et ben, quand on a osé le faire, que ce soit avec un être humain, un travail, un voyage, une maison, on s'aperçoit que derrière, il y a 10 fois mieux qui attend. Ah, donc c'est positif. Par contre, si... C'est-à-dire que quand comme vous disiez au début, on est refusé pour un entretien d'embauche, c'est pas négatif. Non, ce n'est jamais négatif. Alors, si je vous le fais différemment, parce qu'on est éduqué à regarder le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein. Donc on pense que c'est négatif. Si on regarde le verre à moitié plein, ça veut dire que lorsque j'ai un refus, ou lorsque j'ai quelque chose de négatif, et que je le prends négativement, c'est la même chose que si je dis j'en ai marre, j'ai ramassé une claque, je ne suis pas content, on m'en veut, la terre entière m'en veut, je suis nul, etc. Donc au lieu de le voir à l'occidental tel qu'on a été éduqué avec le verre à moitié vide, il vaut mieux le voir à l'oriental avec le verre à moitié plein. Ce n'est pas une claque que j'ai reçue, c'est quelque chose que j'ai rencontré lors de mon avancée, et j'ai tapé dans quelque chose. C'est pas quelque chose qui m'a tapé dessus, c'est moi qui ai rencontré, et puis quand je rencontre quelque chose, je me dis putain quel con je suis. Et si je prends un peu de distance et de discernement, je m'aperçois qu'en fait, il n'est pas marqué con, il est marqué le chemin qu'on m'a conseillé, pour aller là-bas et le passer par là. Donc, si je veux bien sortir le nez de mon caca, et que je prends un peu de discernement, et que je lave mes émotions d'une façon positive, je m'aperçois que c'est une information. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de regret. Parce que si on a du regret, c'est le voir de façon victime. Par contre, si je la vois de façon créateur, constructeur, ben, c'est plus une information que je rencontre. Oui, mais après, comme disaient les personnes, au niveau du temps, si ça prend du temps, je prends l'exemple de l'aspect du travail, quelqu'un qui est demandeur d'emploi, si ça prend 3 mois, 6 mois, 1 an, est-ce qu'au bout d'1 an, il est capable de se dire ah tiens, c'est encore un refus, c'est du positif, c'est le chemin, c'est pas mon chemin? C'est pour ça qu'il est important de pouvoir faire le schéma de sa vie entière, parce que lorsque je m'amuse à faire le schéma de cette vie entière, s'il veut bien passer, si ici je m'amuse à faire tout ça, je m'aperçois que ce que l'on dit est vrai. Tant que je ne l'ai pas fait sur ma propre vie, ben je peux croire que c'est juste de l'utopie. Et si je m'amuse à le faire, je m'aperçois que ce sont tout le temps des panneaux indicateurs. Et souvent on dit, ben, si j'avais su, je m'avais fait quelque chose. Et quand on l'a eu su après, ben, il faut pouvoir justement modifier les choses. Si le USU, on le fait différemment. Je reviendrai sur ce schéma après. Souvent, on dit dans la vie, j'en ai marre, il y a des sommets de vagues, il y a des creux de vagues, des sommets de vagues, des creux de vagues, et ainsi de suite. Ça ne fait que comme ceci. Et il y a la vie qui avance. Et quand je suis dans le creux de vague, donc, est-ce que j'ai envie de continuer à chuter? Généralement non. Est-ce que j'ai envie de stagner? Généralement non. J'ai envie souvent de remonter. Et quand j'ai envie de remonter, je suis comparable à quoi?
a une montgolfière. Et pour remonter, elle a besoin de mettre les gaz. Les gaz, c'est cette envie de remonter là. Et pour mettre les gaz, cette montgolfière, elle a besoin de couper les amarres. Et en même temps de larguer tous les sacs de sable. Tous ces sacs, c'est tout ce que j'ai gardé à la montée pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, y compris à moi-même. Parce qu'on est dans une société de consommation, et en plus, il faut faire plaisir. Donc, et en plus, il faut se faire plaisir. Donc, j'ai ramassé plein de choses qui m'ont alourdi. Et lorsque les gens sont dans le creux de la vague, ils mettent en place inconsciemment un certain listing. Et si vous arrivez justement, par les schémas qu'on a vus, à regarder qu'est-ce que vous avez mis en place, chacun d'entre vous, séparément dans votre propre vie, à tous les creux de vague, ce sont le creux de vague amical, professionnel, avec un animal, avec l'achat d'une voiture, avec l'achat d'une maison, ce que vous voulez, avec une location, ben, vous allez trouver vos ressources et voir quelles sont les choses à ne plus faire. Donc généralement, les gens, quand ils sont dans le creux de la vague, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent déjà, la première des choses, à faire le tri dans leurs amis. Ils virent tous les amis sont dessus, ils en gardent un ou deux, quand ils en ont un ou deux, des vrais amis, sinon ils sont tous virés. Donc ils gardent un ou deux vrais amis, quand il y en a. Ils font le tri. Une fois qu'ils ont fait ça, ils s'amusent à faire un grand nettoyage dans leur maison, dans leur voiture. Ils vident tous les sacs, enfin toutes les choses qu'ils ont gardées pour faire plaisir à tout le monde, y compris à soi-même. Donc ils font un grand nettoyage dans leur maison, dans leur voiture. Ils vont même au coiffeur, se faire couper les cheveux. Ils s'alourdissent physiquement, ils s'allègent physiquement, comme ces sacs de sable qui tombent, ils s'allègent. Ils se mettent à faire des formations, à se faire du sport, et ainsi de suite, des tas de choses, des spécificités en fonction des personnes. Quand ils font ça, inconsciemment, on en a besoin pour reprendre l'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se retrouvent catapultés tout en haut. Et quand on est tout en haut, ici, ben, comme tout va bien, on ne pense plus à rien. Le petit cahier avec les petits défauts à modifier, on le jette, on n'en a même plus besoin. Mais en fait, on se retrouve au même endroit, et puis après on chute, parce que comme on a oublié toutes les bonnes résolutions qu'on a prises, ben, on s'alourdit aussi sec, parce qu'on n'a pas pris connaissance justement des panneaux indicateurs, on n'a pas appris du passé tel que vous en parliez. Mais si, au lieu de faire l'aveugle, au lieu de faire l'amour en aveugle, au lieu de cacher toutes ces choses-là, je les garde en pense bête, en me disant, il ne faut pas que j'oublie, donc tous les jours je relis. Si je n'oublie pas ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui va se passer? Je vais monter beaucoup moins haut. Et si je monte beaucoup moins haut, le résultat, c'est que je vais descendre beaucoup moins bas. Et dans ce creux de vague-là, je vais mettre en place de nouveaux éléments que je n'avais pas mis en place avant. Et si, cette fois-ci, encore, je n'oublie pas ce qui s'est passé, par rapport à cette hauteur, je vais monter moins haut et je vais descendre moins bas. Et ainsi de suite. Je vais mettre de nouvelles choses en place. Et si je ne les oublie pas, par rapport à cette hauteur, je vais monter moins haut et descendre moins bas, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai une vie beaucoup plus harmonieuse. Donc beaucoup plus centrée, et beaucoup moins chaotique, et beaucoup plus rapide aussi, dans le temps, parce que ça va beaucoup plus vite. Donc, une façon de faire, c'est justement de regarder dans son passé, dans les creux de vague, qu'est-ce qu'on a mis en place. Et si on ne prend pas le temps de faire tous ces petits éléments, les uns par rapport aux autres, on ne peut pas dire, ben, je ne rencontre pas, on ne peut pas dire, ça ne change pas, on ne peut pas dire, ainsi de suite. Il y a un minimum à faire. Lorsque vous allez acheter une voiture, vous rentrez dans le premier marchand, vous dites, je veux celle-là. Mais non. Mais le choix que vous faites dans votre voiture, est-ce que vous le faites avec un être humain? Rarement. La première voiture qui passe, tiens, celle-là elle est pas mal. Je ne sais pas combien elle consomme, je ne sais pas si quel kilométrage elle a, je ne sais pas si les pneus il faut les changer, je ne sais pas si elle n'a pas des hernies sur le côté, et derrière, s'il y a assez de clés pour pouvoir jouer avec. Non, mais qui veut dire que ce cahier à copier, on le garde toute la vie alors? Oui, on le garde toute la vie parce qu'on s'aperçoit que au fur et à mesure, ce qu'on va se servir, déjà il ne faut pas oublier, en même temps... Ça tient qu'à ça, un cahier. Oui, un travail sur soi et l'observance. Maintenant, l'élément complémentaire qu'on a déjà vu, je vais quand même le refaire, parce que ça tient qu'à ça, en effet, mais... Non, mais encore faut-il l'ouvrir ce cahier. C'est exact. On a souvent parlé de ce schéma-là. Ce schéma-là qui représente une pyramide.
Il n'est pas ralenti sur le bassin, il ne va pas tarder à se faire sûrement quand il voudra bien. Il est un peu au ralenti. Et cette pyramide, c'est un petit peu l'univers, notre monde, l'Europe ou la France, ou une ville. En fait, c'est une multitude de pyramides. Et une pyramide, c'est comparable à une entreprise, à une famille, à un peuple, et ainsi de suite. Donc si on prend côté entreprise, celui qui est en haut, il n'y en a qu'un généralement. Pour faire simple, on met 10 personnes. Et en bas, en dessous, il y a les autres, 9 sur 10. Par extrapolation mathématique, l'absolu, la valeur absolue de 9 sur 10, c'est 10 sur 10, c'est-à-dire l'absolu, en dessous, 1 sur 10, la majorité c'est 9 sur 10, donc c'est 10 sur 10. Ça veut dire qu'on peut considérer tout le monde du même niveau d'esprit. Puisque d'ailleurs, dans cette pyramide-là, il y a bien un directeur, des sous-directeurs, des employés, des syndiqués, des non-syndiqués, etc. Donc tout le monde est bien en dessous, dans cette pyramide-là. On imagine qu'un employé, quel qu'il soit, syndiqué, non-syndiqué ou autre, arrive à s'élever au-dessus des autres, à comprendre tous les autres employés, patrons, directeurs, sous-directeurs, etc. Comment sera-t-il vu par les autres? Bien ou mal? Généralement, il est mal vu. Donc on s'aperçoit que plus on s'élève, plus on fait son petit cahier, plus on prend de la distance, plus on comprend les autres, plus on s'élève, plus on arrive à comprendre, à avoir la distance et à savoir comment ça fonctionne, plus on se retrouve seul. Donc, le truc c'est que, une fois que vous avez fait votre petit cahier au fur et à mesure, ben, il ne faut plus aller pêcher ici, c'est plus possible. Vous ne pouvez plus aller pêcher dans les eaux saumâtres de 6e. Donc vous ne pouvez plus rester amoureux de votre prof de 6e. Vous devez changer, 5e, 4e, 3e, seconde, et ainsi de suite, et aller pêcher dans les eaux qui vous correspondent. Et la pêche est naturelle dans le sens où ce sont des lois d'attraction, et vous attirez ceux qui vous ressemblent. Mais si vous êtes d'accord, de ne plus forcer à aller à des endroits dont vous avez l'habitude et qui ne vous correspondent plus. Donc toutes ces règles fonctionnent à tous les niveaux, à tous les endroits, et il faut les mettre en place. Si je reviens au schéma qu'on n'a pas fini, qui est celui-ci, sur ce schéma-là, donc j'ai deux individus qui se rencontrent à un moment. Et on a vu que la rencontre, ils veulent éventuellement aller plus ensemble, c'est-à-dire ils veulent se rapprocher l'un de l'autre, si éventuellement il y a des points communs. Pourquoi? Parce que dans ces points communs, ils trouvent quelque chose qu'ils apprécient. Donc ça peut être de l'amour. Dans une entreprise, ça peut être un contrat de travail qui se fait. Si ces gens se rencontrent à ce moment-là et qu'ils s'apprécient dans cette direction-là, ça veut bien dire qu'ils devraient continuer la même direction que celle qu'ils avaient au moment de la rencontre, puisque c'est pour ça qu'ils se sont appréciés. Et très souvent, quand on se rencontre, comme on a vu tout à l'heure, on change les modalités de ce qu'on faisait quand on était seul. Et on dit, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un, donc il va falloir que je fasse les choses comme on veut les faire. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où je rencontre la personne, je décide de faire des concessions. Des concessions destructives, des concessions qui enlèvent des parties de moi que j'aime faire, que je sais faire, que je veux faire et que je fais. Et ceci, c'est comme un poumon d'oxygène. Plus j'enlève des choses, moins j'ai d'espace pour respirer, plus je m'asphyxie. Et par rapport à cette direction ici, quand je fais une croix, je prends 1 degré d'écart. Quand je fais 2 croix, je prends 2 degrés d'écart. Quand je fais 3 croix, je prends 3 degrés d'écart. Et semaine après semaine, mois après mois, année après année, au bout d'un moment, j'arrive ici, très loin de moi-même. Je ne me reconnais plus, je ne m'aime plus. Parce que je me suis amputé de partie principale de moi-même. Et comme l'autre s'aperçoit que l'amour, c'est s'amputer, c'est faire du don d'organes, c'est s'enlever des parties de soi, l'autre dit, il n'y a pas plus grand amour que quelqu'un qui est capable de s'amputer par amour, de s'enlever des choses essentielles dans sa vie. Et vu que l'amour, c'est ça, l'autre dit, il a raison, je fais la même chose, puisqu'en plus, l'autre a appris. Et
jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, la personne devient distante de ce qu'elle est elle-même. Elle ne se reconnaît plus, elle ne s'aime plus. Alors qu'au début, les gens étaient proches, main dans la main, avec les jours, les semaines, les mois et les années, ils arrivent à être très distants l'un de l'autre, au lieu d'être main dans la main, à regarder dans la même direction. Parce qu'ils ont fait des concessions destructives, au lieu d'avoir fait des concessions constructives. Donc, ceci est aussi un schéma à ne pas oublier et à regarder dans sa vie quelles sont les concessions destructives que j'ai pu faire dans ma vie qui ont fait que ça m'a mené loin de moi-même, loin de la direction, donc dans des directions opposées avec l'autre. Et si je ne prends pas ce minimum de temps pour regarder ce que j'ai décidé, y compris jusque dans la relation, la dernière relation, ou jusqu'à aujourd'hui, qui m'a emmené loin de moi, si je ne rectifie pas l'orientation, ben je risque d'être en difficulté. Et ces concessions, est-ce qu'elles sont identifiables? Elles sont différentes pour tout le monde, elles sont identifiables telles qu'on l'a évoqué juste avant, c'est-à-dire que on avait vu que ici, par exemple, on peut les identifier sur ce même schéma-là. C'est comme sur l'autre. On peut les identifier aussi sur le schéma de la montgolfière. En fait, tous ces schémas sont les mêmes, mais vus d'une façon différente. Et racontent la même histoire, mais d'une façon différente. Tous. C'est-à-dire qu'à chaque moment de la relation, il faut faire ce schéma pour pouvoir ajuster entre les deux les concessions pour qu'elles soient constructives des deux côtés, pour ne pas s'éloigner. C'est exact. Ça veut dire qu'on a une distance minimum à garder, dans le sens où on a un certain nombre de points communs. Ce nombre de points communs, c'est cette phase-là, et on a des points qui sont non communs et qui sont personnels. Donc, si je reprends ces 3-4 niveaux ici, et que je les redessine différemment, ça sous-entend que un lieu commun, la maison que l'on habite, doit être décomposé de la même façon. Il doit y avoir une zone commune et puis une zone personnelle, dans laquelle on doit avoir une porte que l'on peut ouvrir et fermer, dans laquelle on a souvent quelqu'un de très introverti, rigide, quelqu'un de très extraverti, qui fait que la personne extravertie, c'est la personne qui va beaucoup inviter, ou la personne qui va mettre la musique à fond, ou la personne qui va laisser le bordel, quelqu'un qui est beaucoup dans la vie, et quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui sera hyper méthodique, hyper hygiénique, hyper rigoureux, hyper rigide. Donc, le but, il est que quand on arrive à avoir deux espaces séparés, celui qui est très rigide va aller apprendre de la souplesse chez l'autre, et celui qui est bordélique va apprendre un peu de la rigueur chez l'autre. Et ça va faire un juste milieu. Mais si vous n'avez pas ces espaces séparés de créativité, vous êtes sûr d'aller au clash, quelle que soit la relation. Sauf si vous êtes deux êtres identiques. Vous pouvez vivre ensemble dans la zone commune parce que vous êtes soit tous les deux calmes ou soit tous les deux bordéliques, donc pas de problème. Mais quand on n'est pas 100% de points communs, il faut 3 zones par rapport à ce qu'on a évoqué et qui ressemble à ce schéma ici, donc l'on a évoqué, qui fait qu'on a une distance à garder et en même temps on a sa vie à conserver. Parce que ce pourquoi l'autre m'a aimé, c'est dans la direction dans laquelle j'étais au moment de la rencontre. Si je change, sauf si c'est des défauts, les défauts, on est d'accord qu'il faut les modifier. Donc si je décide de changer d'orientation parce que j'ai des défauts, il n'y a aucun problème. Vous n'allez pas vous éloigner de l'autre. Sauf si l'autre veut que vous gardiez ce défaut et que vous l'enleviez. Si vous avez un défaut qui peut être une addiction et que l'autre veut que vous gardiez cette addiction parce que ça l'arrange, bon, là il risque d'avoir des difficultés, mais généralement, c'est pas comme ça. Donc les défauts, on est d'accord qu'on doit les modifier. Les qualités. Une concession constructive, c'est de garder ses qualités et de modifier ses défauts. Une concession destructive, c'est d'enlever ses qualités et de garder ses défauts.
Alors, on a fait le grand tour du sujet. Est-ce qu'il y a des exemples ou des thèmes que vous aimeriez aborder par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Tu peux remettre sur le sujet? Avant de remettre le sujet, est-ce que, Ok. et si avant de le remettre, est-ce que vous avez par rapport à ça des... Oui, par rapport au schéma de tout à l'heure, le triangle où on se retrouve seul à un moment donné, Oui. par rapport justement à l'évolution que l'on a faite alors que les autres ne l'ont pas faite, finalement, c'est dans toute sa vie que ça peut arriver. Vis-à-vis d'un frère, d'un parent, Oui. indépendamment de la femme ou de l'enfant, enfin, Tout à fait, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est donc normal. là, il y a un grand danger. Pourquoi? Il y a un grand danger parce que selon notre évolution, on va se retrouver tout seul et en désaccord. Donc, sans être compris ou bien comprendre peut-être, mais être compris par les autres. Oui, sans être compris. Vous devenez à ce moment-là un berger. Ici, vous avez le berger, et ici, vous avez le troupeau. Voilà. Donc vous devenez un référent. Vous devenez, après... Le problème, c'est de tirer le troupeau. Non. Le référent, le berger, c'est la même chose qu'un phare. Soit il utilise, soit il n'utilise pas. S'ils utilisent le phare, l'étoile et autres, ben, ils auront plus de sécurité que s'ils n'utilisent pas. Oui, mais il peut y avoir comment dirais-je, un chemin ensemble à prendre. Alors, Et on ne pourrait peut-être pas le prendre si les autres ne suivent pas. On peut retrouver en route d'autres bergers comme nous. Oui, mais alors on va laisser les autres. non, ça ne marche pas comme ça. La vie ne fonctionne pas comme ça. Non. C'est-à-dire que la vie fonctionne selon des lois d'attraction. C'est-à-dire, dès qu'il y a un être humain qui se modifie, c'est l'histoire de trouver un vaccin aux quatre coins du monde. Dès qu'il y a un être humain qui se modifie, c'est-à-dire qui évolue, sa vibration déteint sur qui est capable de prendre la teinte. C'est comme dans la machine à laver. Donc la planète Terre, c'est une grande machine à laver. Et lorsque il y a des gens qui sont capables, des matériaux qui sont capables de prendre une teinte, celui qui a évolué, généralement c'est pas quelqu'un d'égoïste, donc il est d'accord pour donner sa teinte parce que plus il va la larguer, plus il va en trouver une autre. Et il y en a plein qui vont la choper au passage. Parce qu'ils sont... Donc il faut mettre la machine à l'heure ou de quoi? Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur de perdre, de larguer sa teinte, il ne faut pas avoir peur d'être seul, et ainsi de suite. Parce que vous connaissez le roi de Salomon, qui est considéré comme un roi de sagesse, et donc si on fait son saut, comme le disait madame, on se retrouve avec d'autres bergers, mais à d'autres niveaux. D'accord? Donc tout fonctionne, tout marche, quelle que soit la philosophie que vous empruntez, quelle que soit... Il faut une grande intelligence là, hein, quand même. faut, C'est pas facile. La sagesse. Beaucoup de sagesse, Beaucoup de volonté, je pense. beaucoup de volonté et quand même, je crois, l'intelligence aussi. le tout donne la foi. Donne la foi, c'est-à-dire que quand vous apercevez que tout fonctionne pareil, vous n'avez plus peur de rien. Quel que soit ce qui se passe, c'est pas grave. Y compris le pire, c'est le mieux. Donc, ouais, c'est pas mal. Y compris ce que vous estimez comme être le pire et le mieux. Si aujourd'hui en marchant, j'avais un rendez-vous, je pensais, si on prend le cas de DSK, si on s'amuse à chercher quel serait le bon déroulé de l'affaire. Le bon déroulé, un des bons déroulés, voilà, on va faire une hypothèse. Ça peut être, parce que bon, malgré tout, quel que soit ce qu'on en pense, c'est pas là-dessus que j'en suis, c'est sur la philosophie. Malgré tout, la femme aujourd'hui subit encore beaucoup l'homme. Et par rapport au côté subir de ce que la femme subit du côté de l'homme, puisque d'ailleurs il est dit, que ce soit lui ou comme l'autre, c'est pareil, qu'il avait tout le temps des agissements, et c'est pas lui en particulier, c'est l'homme en général, par rapport à la femme. Le fait que l'on montre que la justice ou la règle, bon, pas la justice humaine qui fait qu'on donne 90 ans à quelqu'un qui... mais qu'il y a des choses inadmissibles, vrai ou faux, c'est pas grave, c'est pas sur il a fait, il n'a pas fait, c'est sur l'éthique.
fait qu'il se peut que dans l'année, dans les 5 ans, dans les 10 ans, il y ait beaucoup moins d'actions comme ça, parce que ça a été un grand truc médiatique, par rapport à ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr qu'il sera moins cher. Non, mais je ne parle pas de lui, je parle de l'homme en général. Oui, C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que très Les souvent... gens soignent, c'est tout. Voilà, très souvent, on prend des Prise exemples... de conscience, vous voulez dire. Voilà, prise de conscience. On prend très souvent des gens très connus pour arriver à faire passer un message. Quelque part, ils payent ce que tous les hommes ont fait avant et ce que tous les hommes ne feront plus après, grâce à lui. C'est une autre façon encore de... Et ça, les États-Unis, c'est un terrain favorable. Oui, si. Malgré tout, il vaut mieux faire passer les choses de façon plus constructive à la base plutôt que de le faire passer de cette façon-là. Et d'autres façons... Mais c'est une façon que la vie trouve à faire passer dans les voies karmiques, de le faire passer de cette façon-là, aujourd'hui, à notre âge, à notre éveil. Donc on peut le voir comme ça aussi. Excusez-moi, je voudrais juste, en prenant du recul, c'est fait exprès que ça représente une étoile. Oui. C'est réalisé comme ça. Si, c'est pas exprès. Ah. D'une part, c'est le sceau de Salomon, mais d'autre part, c'est la matière et l'esprit. D'accord. En alchimie, c'est la matière et l'esprit. C'est ce qui s'élève. Oui, bien sûr, mais tous les symboles, hein, vous le retrouvez. Ça a rien ça a à voir dans le sens où c'est le roi Salomon, donc ça vient bien de chez lui. Mais en même temps, lui, il a pris avec quelqu'un d'autre d'avant, et ainsi de suite. Ça fait des milliards d'années que ça existe. Hein. Et sur d'autres planètes aussi. Et tous les symboles, quels qu'ils soient. Dans les archives d'autres planètes. Oui. Donc on n'a rien inventé, juste on met à jour des choses très connues qui existent dans les minéraux aussi. Il va aux toilettes. Tu vas aux toilettes? C'est aussi le masculin et le féminin. C'est aussi l'actif et le passif. Pour ce symbole-là, c'est aussi donc, la matière et l'esprit, le masculin et le féminin, le sexe masculin, le sexe féminin, et ainsi de suite. Dans ces symboles, il y a énormément de choses. Si justement on arrive à jongler avec les symboles, on s'aperçoit que vous amusez facilement à trouver un sexe masculin, un sexe féminin. Vous amusez facilement à trouver le symbole de la terre et de l'esprit, et ainsi de suite. Alors, quelle autre question vous avez par rapport à... Il nous reste 10 minutes. Alors, comment faire donc pour refaire une vie, retrouver son chemin et éventuellement un homme, une femme, un enfant qui est parti, Ouvrir un cahier. un métier. Ça peut être retrouver un accord en fonction de ce que vous avez dit, avec une compagne ou son ex-femme. Ou... Exact, c'est ça. Aussi. C'est exact. C'est-à-dire que très souvent, lorsque, et j'en reviens à ce que je dis souvent, mais lorsque vous allez voir ce patron et qu'il vous propose un boulot, vous allez chercher du travail et vous avez des offres d'emploi. Elles ne sont pas faites pour vous, toutes taillées, sauf exception, mais il vous propose un boulot. Donc soit vous la taillez vous à votre dimension, et vous proposez votre dimension, et soit c'est accepté ou refusé, soit c'est un manteau, un costume passe-partout. Ou vous le faites tailler à votre dimension, ou vous prenez un passe-partout. Et c'est la même chose avec un individu, homme ou femme. Soit justement vous construisez une relation qui vous correspond, tout en sachant ce qui ne vous correspond pas, il ira le chercher ailleurs, ou éventuellement ça se transformera dans ses qualités. Soit vous prenez le bébé et l'eau du bain, et là, bonjour les gars, parce qu'il faudra bien jeter l'eau du bain à un moment. Donc dès le début, il faut, comme pour avec le patron, soit vous dites rien et il va y avoir des dégâts, soit vous dites ce que vous savez faire, et soit vous êtes viré de suite, il n'y a rien qui commence, et il y a mieux après, soit au contraire, ça va être du coup humain, si vous posez toutes les questions. Parce que le patron, même si vous faites du coup humain, vous allez bien lui dire, ok, on a fait du coup humain pour moi, mais moi j'ai envie de bosser, j'ai envie de m'acharner à mon travail, j'ai envie d'être compétent, donc j'ai envie de, au résultat, gagner de l'argent.
et en même temps j'ai envie d'évoluer. Donc j'ai envie de changer d'échelon. Et j'ai envie encore de gagner plus d'argent. Donc, dans mon truc cousu main, si je me donne à fond, dans combien de temps je vais pouvoir monter d'échelon? Et si c'est dans 6 mois, ok. Si c'est dans un an, ok. Si c'est dans 10 ans, bon, peut-être que je vais aller voir ailleurs de suite. Et si c'est dans un an, combien je gagne? Si je gagne 10 € de plus, c'est pas la peine. Si je gagne beaucoup plus, alors je vais rester. Est-ce que je pose ces questions? Je ne les pose pas au niveau du patron. Et est-ce que je les pose au niveau de la relation homme-femme? Je ne les pose pas au niveau de la relation homme-femme. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à avoir des merveilles, dans le sens où on ne pose pas un minimum de questions essentielles dans la relation. Dans ce que l'on veut, parce que je reprends ce schéma-là, ici, c'est-à-dire que dans ce schéma-là, si je n'explique pas à l'autre qui je suis et ce que je veux de ma vie, ben, si je ne lui dis pas, je vais faire une croix dessus. Donc il faut quand même que je lui dise, ok, on a une relation commune, on a une relation que l'on va construire ensemble sur des points communs, mais il y a aussi l'autre relation, donc les deux autres relations d'ailleurs, c'est-à-dire les deux autres individus, qui sont des choses importantes. On ne peut pas construire une relation, sauf si on a 100% de points communs, donc on ne peut parler que de ça, mais si on n'a pas 100% de points communs, il faut parler aussi des deux autres côtés. Parce que ces deux autres côtés sont des éléments essentiels à soi que l'on ne va pas refuser. Parce que si un jour on les refuse, ça va exploser. Quand ça va exploser, je vais le remettre en place et l'autre, ça va lui plaire. Il va les comprendre. Et on va les traiter, les problèmes, on va les régler, je veux dire, les problèmes, ou bien on va les évoquer pour y revenir plus tard. Non, il faut les évoquer dès le début pour dire on a tous des qualités et des défauts. Moi, voilà mes qualités, voilà mes défauts. Éventuellement, c'est des défauts que vous savez vouloir régler seul, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Mais si vous ne voulez pas les régler vôtres, ben, il faut avoir quand même l'honnêteté d'en parler, sinon ça risque de ressortir un jour ou l'autre. Donc il y a une relation de confiance qui s'instaure. Ben, si vous évoquez tout, c'est obligatoire. Si vous évoquez pas tout, il y aura toujours des choses cachées. Mais ce n'est pas l'éducation qu'on a, c'est pas l'éducation qu'on reçoit. Donc la majorité des gens ont peur de faire ça. Ils disent, si j'évoque mes défauts, l'autre va partir en courant. Et c'est sûr, si je l'évoque comme un défaut gros comme la Terre, c'est sûr qu'il va partir en courant. Mais c'est pas un défaut comme la Terre, on a tous des défauts. Donc si quand moi j'évoque un défaut, il ne faut pas que j'imagine, mais l'autre il en a aussi des défauts. Et si l'autre il dit ne pas en avoir aussi par en courant, c'est qu'il ne voulait peut-être pas parler de son défaut qu'il ne voulait pas régler. Bien sûr. Donc si part en courant, c'est bien aussi. Et des fois, on n'a pas conscience de ces défauts. C'est pour ça que le cahier il sert à parler de ses défauts, à évoquer tous ces points-là. Mais si face à soi-même, on ne s'en trouve pas. Alors, comment on fait pour... Comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, par rapport... Il faut être objectif. Donc, on regarde les qualités et les défauts. Donc, que ce soit les qualités et les défauts, soit on s'adjoint à un professionnel, soit il y a des petits jeux qui sont simples. C'est que je m'amuse tout seul à me mettre à la place de mon copain, de ma copine, de mon frère, de ma soeur, de mon parent, du bon Dieu, de mon patron, de mon ami. Je m'amuse pendant 5-10 minutes à me mettre à la place des autres et à me dire, parce que chacun me connaît d'une façon différente. Mon copain, mon frère, mon parent, mon patron, mon grand-parent, chacun me connaît d'une façon différente. Ils connaissent tous mes qualités, mes défauts d'une façon différente. Et si, objectivement, je me mets à leur place et je dis, si ils devraient me dire un défaut, enfin, 10 défauts, 10 qualités, quel défaut, quelle qualité ils me diraient? Et si je me mets à chacun de leur place, y compris à la place du bon Dieu, et je me dis, ben, lui qui en sait un peu plus quel défaut, quelle qualité, je les note, et je vais voir qu'au bout du compte, j'ai quand même fait le tour de mes qualités et mes défauts. Si j'en suis pas sûr, je peux pousser l'exercice plus loin, et poser vraiment la question aux gens, en leur disant, je fais un petit travail sur moi, j'aimerais que tu me dises mes défauts que tu connais, mes qualités que tu me connais. C'est un défaut, là, pour vous. Voilà. Et ce cahier, on pourrait l'ouvrir de quelle manière? Comment on fait le premier point de départ sur ce cahier? La graine. Aller dans une cafétéria. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une idée. C'est trop. C'est un vrai cahier, c'est pas là-dedans. Non, c'est un vrai cahier, parce que dans la tête, C'est un journal, quelque part. Commencer par Oui. marquer. Donc, j'avais j'avais besoin de passer par Pardon. C'est un cahier sur lequel vous gardez chaque fois 2 pages face à face, et les 2 pages vous servent à traiter tout un problème. Parce que vous avez 20 lignes sur chaque page, donc ça vous fait 40 lignes. Et il faut l'organiser pour s'y retrouver, après, j'imagine.
vous n'êtes pas vraiment obligé, c'est-à-dire que vous devez... Parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez garder éventuellement 10 pages pour les qualités, 10 pages pour les défauts, et ainsi de suite, après, au fur et à mesure. Mais vous pouvez les prendre aussi au fur et à mesure. Comme ils viennent. Ça vient. Oui, il n'y a pas vraiment... Le tout, c'est d'y travailler dessus, de garder de l'espace libre. Donc toujours 2 pages face à face. J'ai une question. Oui. Comment avancer, comment savoir qu'on avance à la bonne vitesse? C'est-à-dire, par exemple, une fois qu'on a amorcé un changement et qu'on est dans un esprit positif, on peut penser qu'on est dans un engouement, on se fixe un objectif, et finalement on se rend compte qu'il est trop haut par rapport à son objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, un emploi ou un homme, on dit tiens, maintenant je veux plus tel genre d'homme, je veux tel genre d'homme. On va par exemple cibler un homme finalement trop bien par rapport à ceux d'avant, ou un travail trop important avec des responsabilités par rapport à celui d'avant. Finalement, l'écart est trop... Comment rapprocher que ce soit progressif, pour se rapprocher au mieux? Alors pour moi, pour ça déjà, il faut éliminer toutes les notions de temps et de trop. C'est-à-dire il y a toutes les distances, quelles qu'elles soient, de temps et de qualité, il faut les enlever. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme trop ou de femme trop, ça n'existe pas. Vous allez attirer ce que vous êtes. Donc plus vous travaillez sur vous, plus la chose va venir. Maintenant, si vous décidez de construire une maison, et vous faites les plans aujourd'hui d'une maison, et que vous savez que pour construire une maison, il faudra 10 ans ou 20 ans, et que vous allez la construire pendant 20 ans avec les plans d'origine, dans 20 ans, vous aurez la maison que vous avez pensée il y a 20 ans. Donc vous aurez une maison de 10 ans de retard. Ce qu'il ne faut pas faire avec un être humain, ni d'ailleurs avec le reste. Donc le but, c'est de dire, j'ai des qualités, j'ai des défauts, donc je vais rencontrer quelqu'un qui a des qualités et des défauts, moi j'en ai, l'autre en a, je dois, dans la relation, mettre l'hypothèse que je veux travailler séparément, et lui aussi, et je veux travailler aussi ensemble mes défauts. Donc et séparément et ensemble. Et si je mets dans la relation l'hypothèse que je peux travailler séparément et ensemble mes défauts, ça veut dire que je suis quelqu'un d'ouvert et qui va rencontrer quelqu'un d'ouvert. Donc à ce moment-là, les défauts, quels que soient les défauts, vont disparaître assez vite parce que les forces se démultiplient. Quand on est deux, c'est souvent puissance 4, c'est souvent puissance 16, donc, parce qu'à deux, on va beaucoup plus vite que tout seul. Donc le but, c'est de pouvoir partager, quand on partage les charges, ne pas les donner aux autres, parce que sinon c'est pas bon, c'est à vous. Partager, ça veut dire avoir des points de vue différents, pour pouvoir construire différemment la relation. Mais il faut enlever toutes les notions de temps et de trop, donc de distance, quelle qu'elle soit, en temps et en qualité. Il y a pas... En temps, comment on le sait qu'on est trop tôt, pas assez tôt? Alors, bon, regardez ce schéma. Regardez ce schéma. Vous avez soit cette façon de faire là, d'accord, soit celle-ci. En alchimie, ça s'appelle la voie humide et la voie sèche. D'accord? Et entre les deux, vous avez toutes les solutions intermédiaires. Et ici, c'est Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Le temps n'existe pas. Dès que vous prenez la notion de temps, vous êtes pas où il faut. On s'arrête quelque part. Oui. On va s'arrêter peut-être. Oui, mais qui n'avance pas recul, mais il faut éliminer la notion de temps. La notion de temps n'existe pas. Donc il ne faut jamais penser qu'on est trop tôt. C'est ça. Trop tard. C'est ça. On On fait voit nos qualités, on fait notre puissance, on fait notre créativité, on fait ce qu'on aime. Le tout, c'est de ne pas le faire avec une Kalachnikov. D'accord? Aujourd'hui, C'est-à-dire, Ça veut dire que le but, il n'est pas de faire du mal aux autres. Ah, du mal. Voilà, le but, quand on se réalise, c'est pas d'écraser tout le monde. Non. C'est pas de rendre les autres malheureux ou déshérités ou autres. le problème, c'est que dans la notion de temps, les enfants, eux, sont toujours pressés. Et donc, ils ont une notion de temps qui est très forte. Ça dépend quels enfants, quel âge. Moi, je pense à mon fils, hein, il a 30 ans.
Oui, un enfant, moi je pensais Il a 30 ans, mais ça fait... avant 10 ans. Non, Avant avant 10 10 ans. Alors, oui, d'accord, excusez-moi. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont, pour nous, un peu plus grands. Mais Avant 10 ans, ils ont pas mais ils ont toujours été, par exemple, ces enfants-là ont toujours été pressés. Je suis d'accord. Et pour les, Vous voulez me dire pour les faire revenir dans la réflexion que vous faites, c'est... Donc vous voulez, Bah, vous voulez me dire que les chiens ne font pas des chats, c'est ça? Moi, je suis au contraire. Je ne suis pas pressé du tout. Mais non, mais avant. Avant. Pendant ces 15 Peut-être premières quand années. j'étais jeune, super. D'accord. Donc, Probablement. puisqu'ils ont suivi le berger, si le berger change sa vitesse, ils changeront leur vitesse. Ils auront le choix de le faire ou pas. Mais ils auront le choix. C'est la même chose que quand on éduque un enfant, un garçon, en disant un homme ça pleure pas. Si la personne qui lui applique un homme ça pleure pas ne revient pas dessus en lui disant je me suis planté, un homme ça pleure, ben, il ne changera jamais son point de vue. Ou très rarement. Par contre, si on revient vers lui en disant je me suis planté un jour, je t'ai dit ça, c'est faux, un homme ça pleure aussi, il aura le choix de pleurer ou pas pleurer. Mais au moins il aura toutes les solutions. Plusieurs solutions. Donc pour l'aider, montrez-lui qu'il y a plusieurs façons de faire et éventuellement dites-lui j'ai pu t'aider d'une certaine façon, enfin t'élever d'une façon trop rapide, avec le temps et de la sagesse, je m'aperçois que peut-être je me suis trompé là-dessus. Je te donne l'info, tu en fais ce que tu veux. Et qu'est-ce que vous voulez dire par qui n'avance pas recule? Ça veut Que dire, l'autre avance. ça veut dire que la vie, alors l'univers est stable. S'il y avait une molécule instable quelque part, elle imploserait, il faudrait tout imploser. Mais il est stable, mais en même temps, il est en constante évolution. Donc il grandit très très vite. Et d'une façon logarithmique. E puissance x, c'est-à-dire qu'il grandit. Donc, si vous n'allez pas dans le sens de la vie, si vous n'allez pas dans le sens du fleuve, ben si vous êtes côté négatif, si vous n'allez pas dans le sens de votre créativité, vous êtes plus quelqu'un par rapport à la vie ou par rapport à l'évolution qui stagnait ou qui reculait. Donc il ne faut pas avoir peur ni de l'un ni de l'autre, mais souvent le verre à moitié vide fait que on a peur de se lancer, comme on a vu au début, dans le nouveau, dans l'inconnu, donc qui n'avance pas recul. C'est un petit peu la même chose que si on prend les gens qui sont constipés. Le sphincter est fermé, et quand on est constipé, souvent on a des hémorroïdes. Et pourquoi? Parce que l'ancien ne peut pas sortir, parce qu'on n'accepte pas le nouveau. Donc qui n'avance pas, recule. Si je lâche, si je permets à avancer l'ancien, alors le nouveau peut avancer aussi. C'est la même chose. Donc je dois lâcher, laisser faire les choses, aller dans le sens de la vie, lâcher prise, pour justement ne pas reculer par rapport à la vie elle-même. Et voilà, on est arrivé au bout de notre temps de ce soir. Au niveau de... Oui. C'est de la théorie. Tous les gens ne sont pas égaux dans certaines choses comme dans l'émotion. Certains sont plus dans l'émotion que d'autres. Oui. Donc pour gérer, pour capter, disons, la façon d'évoluer, ça risque d'être plus difficile quand ils ont eu des épreuves assez importantes et pour pouvoir se relever aussi vite que les autres. Et alors, est-ce qu'il y a, disons, une théorie pour que pour ceux qui sont vraiment dans l'émotion, puissent s'en sortir? Alors, pour pouvoir répondre facilement, parce qu'il y a plein d'émotions et plein d'expériences de vie, il faudrait avoir l'exemple précis. Est-ce que vous avez... Oui, moi je parle du mien. Oui. Voilà, je suis veuf depuis le mois d'août. Oui. Et c'est quelque chose donc, que je n'ai pas voulu. Oui. Et plein d'émotions derrière, plein de douleurs, de ce genre de choses. Et j'essaye de voir, enfin d'essayer de m'en sortir. Positif. C'est sûr que c'est pas facile dans le sens où on est éduqué dans notre pays à pleurer les morts et pas à fêter les morts. Oui.
Donc, étant éduqué à pleurer, on regarde ce qui nous manque et pourquoi est-ce que certains peuples pourraient, quelles sont les hypothèses pour lesquelles certains peuples pourraient fêter des morts? Quelles seraient les hypothèses qu'on peut mettre là derrière? La croyance que déjà le mort est heureux après, ou qu'il y a autre chose après, une continuité. Par exemple. éventuellement. Donc, on fait quoi? La vie, la continuité. Voilà. Enfin, Et enfin, quel est l'exemple qui pourrait être comparable dans la vraie vie à ça? La libération du corps, Oui. La naissance. La naissance. Quels sont encore les autres éléments qu'on peut retrouver dans la vraie vie qui peut être comparable à fêter un mort? Parce que fêter un mort, c'est passer d'un état à un autre. Donc, dans une vie, de 0 à 99 ans, quels sont les autres? À l'adolescence, l'adolescence à l'adulte, l'évolution. Vous fêtez ça? Oui. Ben voilà, un exemple où on fête ça. Mais Il encore, y a des rites dans Oui. certaines religions. voilà, dans certaines régions, on dirait tout à Des fait. rites, le Voilà. passage de la. Mais on va essayer de de prendre- l'adolescent à l'homme. Vous avez raison, tout à fait. Mais on va essayer de prendre des choses communes à plusieurs. Tout le monde. Voilà. Quoi d'autre encore? Mais vous avez raison. C'est l'évolution de la vie. Et en fait, à un moment donné, il y en a un qui disparaît pour non. laisser la place à l'autre. Alors, je parle toujours dans une vie de quelqu'un de 0 à 99 ans. Alors, l'anniversaire, c'est un bon exemple. On passe d'une année à une autre. Donc, on fête quelque chose. Dans votre exemple, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on fête? Mariage, Un ma- union, Une guérison, un mariage, Naissance manière, un nouvel appart, un nouvel appart, voilà. l'achat un de nouveau l'appartement, départ, Quoi d'autre encore Naissance. qui correspond La encore? naissance, un l'évolution. travail. Il y a quelque chose de mieux qui correspond encore. C'est lorsque, par exemple, ça se fait plus dans certains pays que d'autres, mais lorsqu'on a un diplôme. Ah Lorsqu'on a un diplôme, on passe d'un degré à un autre. Donc souvent à différents diplômes, ou dans les religions à différents, on appelle ça, stades. ouais, c'est la Voilà, on fête, il y a des fêtes, parce qu'on passe d'un degré à un autre. C'est la même chose pour moi que les civilisations qui fêtent les morts. On ne fait simplement que fêter, de passer d'un stade à un autre. Pour le faire plus simple, bon, on l'a vu avec le diplôme, c'est-à-dire, si on le fait différemment, l'être humain, il est bébé, enfin il est bébé, après il est enfant, après il est ado, après il est adulte, et après il est Vieillard. sage. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ben, on le fait parce qu'il passe encore à un autre degré. quand on se trouve dans l'émotion de la part de quelqu'un, on ne pense pas à ça, on pense qu'on dit c'est pas normal, c'est cruel, ça n'aurait pas dû arriver. On le comprend d'une vieille personne, mais quand on se révolte contre ça, on n'est plus dans le même schéma. Oui, parce que c'est difficile dans le sens où on a été éduqué à la révolte et à penser qu'on a perdu. Moi, bon, mon cas, il est que, même si j'ai eu la même éducation que vous tous, dès le début, pour moi, j'ai toujours ressenti et considéré que la vie était différemment. Et après, je l'ai lu à travers les livres et j'ai vu que ce que je ressentais était déjà écrit, donc c'était facile pour moi. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des émotions. C'est humain, et c'est normal, et c'est bien. Maintenant, même si on a des émotions de tristesse ou de manque ou autre, il faut que ce soit des émotions simplement physiques qui font que notre chair parle, notre cœur parle, mais pas des émotions qui viennent d'une croyance fausse. C'est-à-dire que, pour moi, une fausse croyance, ça serait plus de dire il n'y a rien après. Comme si je disais ben, je ne vais pas aller me coucher parce que demain il n'y a rien. C'est un peu ce que j'ai ressenti. Quand c'est arrivé, j'ai ressenti qu'il n'y avait rien derrière. Oui. Alors que j'ai une éducation catholique, etc., où je pouvais espérer beaucoup de choses. Mais la première impression, il n'y a plus rien après. Terminé. C'est le vide complet. C'est terrible. Bien sûr que c'est terrible. C'est terrible, mais est-ce que ça ne vient pas de l'éducation ou de la religion que j'ai reçue? En théorie, non, puisque la religion catholique ne vous dit pas que la mort est la fin de tout. Il y a la résurrection derrière. Je vous dis ça. Je vous dis que après vous arrivez de suite au paradis.
Donc, Je C'est dis le quoi? jugement dernier. Je dis que vous allez ramasser 2-3 claques et vous êtes content du voyage. Donc, entre l'enfer qu'on nous promet et puis la réalité qui est une belle vie, je peux avoir toute la tristesse voulue quand je suis éduqué dans la religion chrétienne. Parce que c'est beaucoup plus la personne qui décède, la religion chrétienne pousse à pleurer nos morts, et en même temps avoir peur de ce qui se passe après, parce qu'après c'est l'enfer. Sachant que dans les autres religions, c'est symboliquement pareil, mais pas aussi méchamment. C'est d'une façon beaucoup plus cool, dans le sens où l'enfer qui est après, c'est que si j'ai des addictions terriennes, vu que après, je perds mon corps physique, que je vais dans mon corps astral, mental, bouddhique, les émotions que j'ai après, c'est-à-dire les addictions, si j'ai besoin de viande, de chair, de sexe, d'alcool, de télé ou autre, comme après je ne peux plus y avoir accès, mon enfer c'est ça, c'est que mes émotions vont encore me demander ça. Donc je n'ai pas réglé sur Terre ces problèmes. C'est le seul enfer qui peut exister, mais que tout le monde vit sur Terre. Donc quand on a une addiction sur Terre, c'est pas si dramatique que ça, mais ça l'est aussi après. Donc ça, on pourra en reparler s'il y a besoin, mais c'est normal d'avoir une réaction physique qui est noble, bien, mais moins si elle est basée sur le manque et l'injustice. Parce que à tout instant, lorsque je déplace un objet, ben, je crée un déséquilibre. Et normalement, quand je déplace cet objet, on devrait tous glisser, mais on ne glisse pas. Si on ne glisse pas, c'est qu'à chaque nanoseconde, l'univers recrée l'équilibre. Et me redonne à chaque instant 100% de chance de réussir, de refaire une action juste. C'est pareil avec les décès. Maintenant, vu que je suis éduqué avec le verre moitié vide, j'ai plus tendance à voir ce qui manque que ce qu'il y a. Et si on nous apprenait justement qu'on pouvait, tel qu'on peut le faire la nuit, rejoindre les gens qui sont partis, par la pensée, par le cœur et autres, pas les faire venir mais les rejoindre, ça serait beaucoup plus simple. Mais c'est un exercice que l'on peut faire avec son cœur, avec ses émotions, en s'endormant, en y pensant le jour, et ainsi de suite. Mais ça n'empêche pas que les émotions, ça ne veut pas dire qu'il faut couper ses émotions, il faut juste couper la croyance de je ne reverrai plus la personne, ou c'est injuste. C'est ces choses-là qu'il faut couper. L'injustice, dans le sens où, sauf exception rare, il y a des exceptions, elles sont extrêmement rares, mais il y en a. Mais sinon, l'univers est fait que de justice, c'est-à-dire l'univers, pas l'être humain, l'univers, c'est-à-dire que à chaque instant, tout est recalculé pour que tout aille bien, et tout est recalculé au détriment de personne. Donc pour tout le monde en même temps. Et si un enfant décède à 1 mois, ou une personne plus âgée décède à 30 ans ou à 50 ans, c'est que c'était sûrement ce qu'il y avait de mieux pour elle et pour les autres, tout le tour. C'est un peu comme ce qu'on dit. J'ai très bien compris ça, je vais travailler sur moi. Parce que ça a été, je sais pas, cette période, c'était des années de souffrance, beaucoup de choses pour elle, très très dures, et pour moi et pour les enfants aussi. Et voilà, à un moment donné, elle a été au bout de ce qu'elle voulait faire. Et à la rigueur, oui, c'était dans la logique des choses. C'est vrai. Mais bon. Et oui, C'est pas facile à accepter. c'est pas facile parce qu'on ne nous donne pas les outils pour la suite. Voilà. C'est ce qui me manque, oui, c'est les outils de comprendre, de pouvoir avancer plus vite, pouvoir sortir de ce... Mais aussi, il y a une notion de temps, non, peut-être? Alors oui et non. Moi, vu que je suis un peu précoce de ce côté-là, j'ai fait des tas d'expériences étant jeune sans aucun livre et sans aucun maître. Et puis après, un jour, je suis tombé sur des livres qui m'ont expliqué tout ce que j'ai fait. J'ai donc regardé plusieurs philosophies, plusieurs enseignements, comme les Rose-Croix, les francs-maçons, et j'en suis arrivé à la théosophie. Dans les livres de théosophie, ils vous expliquent tout ça simplement. Bon, c'est assez mathématique aussi. C'est assez. Mais vous avez un site qui s'appelle nouslesdieux.org,
qui vous donne plusieurs livres de théosophie. C'est pas un site de théosophie, mais il y a plein d'extraits différents dans la théosophie. Et là-dedans, vous avez un livre qui s'appelle « À ceux qui pleurent ». Vous avez les êtres invisibles. Vous avez l'autre côté de la mort, ainsi de suite. La théosophie, ce sont des textes très anciens qui ont été recanalisés et rassemblés. Il n'y a aucune invention là-dedans. Ce sont des vieux textes plus ou moins perdus qui ont tous été rassemblés par un clairvoyant. Il n'y a aucune invention, c'est juste des relations avec toutes les religions et les philosophies. Est-ce que je peux poser une question Oui. sur le lâcher-prise, s'il vous plaît, en relation avec les émotions que disait monsieur? Parce que le lâcher-prise aide à se libérer des émotions, en quelque sorte. J'aimerais savoir ce que ça veut dire concrètement, parce que est-ce qu'une personne moi je connais une personne assez proche qui pratique ça, par la méditation sur le Bouddha, etc. Et donc il me parle de lâcher prise. Alors est-ce qu'il ressent ou s'il ne ressent plus rien? À quoi ça ressemble finalement? Tous les gens ont leur méthode différente. Il n'y a pas une méthode pour tout le monde. Il n'y a pas 10 méthodes pour tout le monde. Il y a on appelle ça, des troncs communs, en fonction des pays, des religions, des croyances et autres. Et après, dans chacun des troncs communs, il y a autant d'affinités que de personnes. Donc il n'y a pas une méthode exacte, mais le lâcher prise, c'est un petit peu comme j'évoquais tout à l'heure, c'est desserrer les sphincters, c'est lâcher les choses qu'on a digérées il y a longtemps, lâcher nos vieilles croyances pour accepter le nouveau. Lâcher prise, c'est être ouvert, donc pas à un seul chemin, mais à plusieurs chemins, à plusieurs façons de voir, et d'écouter vers quoi on aimerait aller, sans faire du mal aux autres, mais en se faisant du bien. C'est-à-dire, quel est le phare que je vais prendre aujourd'hui? Est-ce que je vais prendre 5% de ça, 100% de ça, et puis demain je vais prendre 10% de ça, et puis 5% de ça, en fonction, parce qu'au fur et à mesure que j'évolue, je peux m'apercevoir que les philosophies ont été faites à des âges différents, en fonction de l'éveil différent. Et comme on a vu qu'il y avait différents niveaux, physique, mental, intellectuel, spirituel, et à tous les niveaux, je peux autant aller du passé dans le présent, c'est-à-dire je peux avoir besoin d'une philosophie ancienne, puis après futuriste, puis après présente, en fonction de la problématique que je vais aborder. Je ne serai jamais que dans une seule, parce qu'elles ont toutes un bon fond et des formes qui sont discutables, mais que je peux adapter à la problématique. Les figés, il faut rester C'est ça. Voilà. Sachant que il faut être souple, être ouvert par rapport à tout ça. Je vous remercie encore pour cette soirée. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Dans 15 jours, sûrement. Est-ce qu'il y a un livre qui pourrait nous aider à revoir le cours qu'on a fait aujourd'hui, par exemple? C'est tout de la création personnelle. C'est de la création personnelle, d'accord. Mais je peux